Voilà, le cercle des journalistes, on a accusé quelques minutes de retard avant de démarrer. Nous vous présentons nos excuses. Le cercle des journalistes va donc avoir lieu. En ce moment même, nous allons parler de l'écho de nos communes. Nous avons deux sujets essentiels à partager avec vous, mesdames et messieurs. La commune Lac 1 signe la convention qui la lie au département des Yvelines en France pour 2020-2025, lundi à la mairie d'Anéro. Dans cette émission, nous allons écouter des acteurs qui ont donc caractérisé, qui ont mis leur poids dans la balance pour que cette convention se poursuive. Et puis nous irons dans la commune Lac 2 où le maire Benoît Amami-Vincent nous parle de la formation dont les 117 maires ont été l'objet les 7 et 8 septembre dernier, ce qu'ils ont pu tirer donc de cette formation, les avantages, les intérêts, les tournées organisées par la commune Lac 2 dans sa juridiction, dans son ressort territorial. Nous allons en parler. Nous ferons dans cette émission le bilan Covid-19 au Togo et dans le monde. Et puis l'Assemblée nationale, vous le savez, depuis hier, a prorogé de 6 mois l'état d'urgence au Togo pour permettre au gouvernement de continuer à mieux lutter contre le Covid-19. Le prophète Esaïe devant le SCRIC, vous le savez, le service de renseignement, le service central de renseignement et d'investigation criminelle. Pourquoi? Parce qu'il a juste dit que très bientôt, Agbeyoum Kodio va prendre le fauteuil présidentiel dans notre pays. Il n'a pas donc le droit de le dire et il est donc devant la justice, sera présenté au procureur parce que, avec bien sûr le journaliste qui a publié l'information. Alors, aujourd'hui et depuis ce matin, les confrères sont là pour suivre le dossier. Ils ne sont toujours pas encore informés. On annonce que c'est autour de 17 heures que le prophète Esaïe, que la population des lacs connaît très bien, l'ami de nous tous ici, Yves Kesson et moi, nous le recevions dans cette émission de cette des journalistes plusieurs fois. Eh bien, il dit qu'on peut bien le balloter, mais c'est la prophétie qui parle selon lui. Allez, on va donc parler de lui et parler également, en réalité c'est ce 16 septembre 2020 que doit s'ouvrir le procès à Jack Lifis et le journal Alternative. Que savoir à l'heure actuelle? C'est un dossier en réalité que Justin Nani depuis Lomé en ligne doit nous éclairer, mais déjà sur les réseaux sociaux, avant d'entrer en studio, nous annonce que eh bien, le procès a été reporté au 7 octobre prochain. Et puis nous allons parler du Mali naturellement, Yves Kesson. Tout le monde sait que la CEDEAO, réunie hier à Accra, demande à la junte militaire au Mali de remettre le pouvoir aux civils, de prendre comme président un civil et un premier ministre un civil. Et puis sport, nous aurons en ligne de Tchivier, de la Haïti. Il va nous parler de l'annonce du démarrage de la D1, annonce faite d'ailleurs par Claude Leroy. Ce n'est même pas la Fédération togolaise de football, ce n'est pas le chargé de communication de la FTF, mais c'est Claude Leroy qui a annoncé l'information sur Canal Plus Horizon. On va en parler dans cette émission, le cercle des journalistes. Moi, c'est Tony Marcel, le technicien, c'est comme Christophe. L'invité cet après-midi en studio, c'est Yves Kesson. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony, bonsoir auditeurs, auditrices de la radio-télévision Delta Santé. Outre Yves, nous aurons en ligne de Lomé Justin Anani, en ligne de Tchivier, et notre confrère Léla Haïté. Alors Yves, nous allons parler écho de nos communes. Tout le monde sait aujourd'hui que la commune Lac 1 est une vieille commune, mais quand on parle des 117 communes, toutes les communes se valent et se disent qu'elles sont nouvelles. Néanmoins, on dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et sur l'ancienne corde, Maître Alessi Akerebourou fait donc prend son bâton de pèlerin pour aller de l'avant, pour donner une belle architecture, un beau visage à la ville d'Anéro avec ses projets qui y vont avec. Alors, nous savons tous que ce le dit déjà, la bonne nouvelle est tombée, le département des Yvelines par son président, Pierre Bédier, est arrivé donc à Anéro à la mairie, où ils ont signé avec le maire, Maître Alessi Akerebourou, la convention de partenariat, bien sûr, et qui inclut plusieurs aspects, l'éducation, l'assainissement, la culture, le tourisme, la santé, etc. Je vais vous amener à écouter Pierre Bédier, le président du département des Yvelines en France, qui, avant la signature, a parlé justement de cette convention, de ce partenariat sur tous ces aspects.
Nous serons à votre disposition pour vous aider par de l'assistance technique. On a évoqué l'adressage, par de la formation. On a évoqué la nécessité de chercher de la ressource fiscale. Combien nous serons là pour vous accompagner dans cette volonté de décentralisation qui, de mon point de vue, est la clé de tout État moderne. Elle est voulue par le président Faure et elle correspond, j'y insiste, aux nécessités de la bonne gouvernance. Voilà pourquoi soyez assurés que sur ce sujet essentiel, pas forcément visible des populations, il n'y a pas de logo sur la formation. C'est néanmoins quelque chose qui fonde l'existence d'un peuple. C'est par cette maîtrise de la décentralisation que pourra se fonder le développement local durable. Et bien entendu, nous continuerons à vous aider sur les chemins que nous avons empruntés ensemble. C'est celui de l'éducation, mais lorsque nous venions nommer tout à l'heure en voiture, vous m'indiquiez combien pour vous l'éducation était un support du développement économique. On n'éduque pas pour éduquer, on éduque pour donner des qualifications qui ensuite permettront d'initier des projets économiques qui bénéficieront aux populations. Soyez assurés que dans cette voie-là, notre soutien vous est acquis. J'ai évoqué l'accompagnement de formations supérieures, la diversification éventuelle des formations du lycée, pourquoi pas la mise en place d'une bourse pour permettre à des étudiants méritants de venir dans les Yvelines pour suivre leurs études supérieures. Oui, nous réfléchirons avec vous pour continuer dans cette voie de l'éducation. L'autre chemin que nous avons emprunté ensemble, c'est celui de l'assainissement, c'est celui du développement durable. Et là aussi, je vais vous taquiner, cher Alexis, on va bientôt vous courir après. Parce que ce que j'ai vu en matière de récupération des produits, des latrines, pour permettre de passer à une agriculture bio, mais c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on ne fait pas chez nous. Donc je ne peux que vous en féliciter, vous dire combien vous êtes ici demandeurs, mais combien aussi vous pouvez être des exemples. Car sur ces sujets-là, croyez-moi, vous êtes en avance. Et donc soyez-en félicités, soyez certains. Vous avez évoqué aussi la forêt urbaine. La forêt urbaine, je me bats pour qu'on essaye d'en implanter dans les villes des Yvelines. Mais malheureusement, j'ai pas que des maires comme vous dans les Yvelines qui entendent ce que je leur dis. Donc vous, j'ai eu. Rien besoin de vous dire, vous l'avez déjà fait. Donc tout ça pour vous dire que sur ces sujets d'assainissement, nous continuerons à vous accompagner et nous essaierons d'ailleurs, c'est aussi ça la coopération décentralisée, d'utiliser le levier de votre argent pour essayer de convaincre nos propres collectivités qui, elles, sont en retard. Nous avons beaucoup parlé de tourisme. C'est vrai que le tourisme, vous aiderons à le développer à la fois parce que c'est un facteur économique important, c'est une ressource non délocalisable. Lorsqu'on a le tourisme, on a le tourisme. C'est une ressource qui peut être fragile. On voit bien avec l'épidémie du Covid-19 combien ce tourisme, je viens d'une région, la région parisienne, qui est particulièrement affectée. Les hôtels aujourd'hui ont une fréquentation en région parisienne de 20 à 25%. Vous voyez la catastrophe économique que nous rencontrons. Mais c'est vrai que c'est une belle perspective, le tourisme, c'est une belle perspective économique, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi l'occasion de favoriser les échanges, entre les peuples, de favoriser les échanges entre les individus, de mieux comprendre la tradition des uns et des autres. Il n'y a pas de bonne tradition et de mauvaise tradition. Il n'y a pas de culture supérieure et de culture inférieure. Il n'y a que la diversité de l'humanité et son unité dans la recherche du bien. Voilà pourquoi, parce que nous partageons ces valeurs humanistes, qu'il s'agisse au sommet de l'État ou ici, dans cette commune, avec monsieur le maire Alexis Akeroubou, et dans le département des Yvelines, avec l'ensemble des conseillers départementaux qui vous saluent, et en particulier Marie-Hélène Aubert, qui est devenue maire de Jouan-Josas, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle est venue plusieurs fois à Améro, et elle est très attachée à cette terre. Eh bien, nous vous disons combien ce partage de valeurs est essentiel à la fois pour un développement harmonieux local, mais aussi pour que l'humanité se porte un peu mieux. Voilà pourquoi soyez assurés de notre soutien total et joyeux. Voilà, nous venons d'écouter Pierre Bédier, le président du département des Yvelines en France, lors de cette signature des conventions entre ce département et la commune Lac 1, Yves Akeson, si nous allons scruter donc le discours
du président Bédier, président de Yvelines. C'est une région parisienne en France. Alors, je sais que je suis jamais allé en France, mais pour ce que nous avons étudié, ils appellent encore cette région la région francilienne. Voilà, nous allons parler de deux aspects essentiels, ou sinon trois. Il a parlé, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'éducation, d'assainissement et surtout de tourisme. Ce qui est très important par rapport à l'éducation, il a dit, oui, les Yvelines accompagnent le lycée technique d'Anéro, je le dis. Mais ce qui est bien, il dit, bon, pour ces enfants ou les jeunes qui sortiront, s'il y a possibilité, ils pourront donner des bourses aux meilleurs pour aller continuer les études supérieures dans les Yvelines. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est les résultats. Donc, il va falloir qu'on étudie véritablement cette possibilité. Cette possibilité est jouable parce que c'est le maire, je crois le président Bédier, qui vient de le dire. Si c'est pas possible, il dira pas. Mais je crois que c'est l'effort continu de notre commune, depuis Haïvi jusqu'alors, qui a fait de sorte que les relations ont été toujours gardées. Et c'est l'essentiel pour moi. L'éducation est tellement importante pour notre cité. Parce que Anéro était la cité de l'éducation. Maintenant, nous savions qu'il y a beaucoup de dégradation, mais avec ces relations, ça peut, n'est-ce pas, remotiver la jeunesse d'étudier et de faire de sorte que le nom d'Anéro et le nom de la commune et le nom de nos grands frères qui avaient, n'est-ce pas, rehaussé, pour ne pas dire la voix du Togo à l'extérieur, qui sont partis monnayer l'éducation dans la sous-région ici, et même dans le Grand Congo et autres. Donc je crois que ça sera de tradition, si Dieu le veut, et les jeunes qui sont en train d'étudier actuellement, cela nous a motivés. À notre temps, on n'avait pas eu cette opportunité. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Technique. Et même les maires pourront, cette fois-ci, négocier les bourses directement sans passer par l'État central. Je crois que ce n'était pas le cas. Et c'est la chance à saisir impérativement par les jeunes qui sont encore des étudiants actuellement, de faire des efforts, d'être performants pour que gagner ces bourses. Voilà, pour qu'ils puissent gagner ces bourses-là. Mais c'est émouvant en écoutant Monsieur Bédier, et il est tellement surpris de voir qu'il y a l'exception, il y a des exceptions en Afrique encore. Voilà. Et les gens pensent autrement, mais il est venu voir quelque chose. Et puis il a été tellement honnête en disant que nous sommes en avance sur certaines communes. Et même, il a dit, je crois, notre forêt, à nous tous, urbaine a été citer un exemple. Dans sa région, dans son département, il demande au maire de le faire, mais ils ne le font pas. Donc, et que ici à Anéro, le maire lui-même, il a eu cette ingénieuse idée de créer une forêt urbaine qu'il entretient tous les jours. Tous les jours, on arrose. Il a déployé du personnel là-bas. C'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup d'argent, mais il le fait. Aujourd'hui, nous sommes en temps de voir juste de jeunes plants. Et quand demain, ces jeunes plants vont devenir des arbres, on comprendra véritablement ce projet. Vraiment, moi je crois que si on avait planté et il n'y avait pas de suivi jusqu'alors, on verra que ça n'a pas d'avenir. Mais actuellement, nous sentons que les suivis, ou bien ceux qui suivent là-bas, sont toujours en permanence, et on voit des jerrycans d'eau là-bas, et c'est permanent, c'est très beau. Et en tout cas, on voit quelque chose, il faut mettre les moyens, il faut mettre aussi le personnel. Voilà. À l'œuvre. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que c'est le fruit du travail de Haïvi Patrice en construisant, par exemple, grâce au partenariat, le lycée technique de Glidi à Anéro. Et il a laissé également un jardin public en face de la radio d'État Santé. Ce sont des œuvres matérielles
qu'il l'a laissé. Aujourd'hui, l'empreinte Maître Alessi Akere-Bourou, c'est la forêt urbaine et d'autres œuvres qui suivront, sûrement. Donc ça veut dire qu'il ne fait que commencer et l'aventure sera tellement belle pour la commune Lac 1, qui est d'ailleurs félicité partout, hein, moi, sur les réseaux sociaux, quand nous parlons d'Anéro, il y a eu tel événement, les confrères nous demandent, mais comment est-ce que toi tu fais, ou bien comment est-ce que vous faites à Anéro, et chaque fois vous parlez de vous, tout est beau, il y a beaucoup de projets, mais quand nous prenons le volet assainissement justement, le président du département des Yvelines, M. Pierre Bédier, a dit que Anéro est encore cité un exemple qu'ils sont en train de transformer les fesses en compost que les maraîchers utilisent et qu'eux, ils n'ont pas cette expérience chez eux là-bas. Et qu'on va courir après la commune Lac 1 pour apprendre cela. Voilà. Il a dit dans son discours en filigrane que oui, c'est vrai qu'on est demandeur au niveau de la commune Lac 1, mais nous serons également des gens auprès de qui on viendra apprendre cette expérience. C'est génial et ça me fait honneur si aujourd'hui Anéro est cité en exemple par nos colonisateurs, s'il faut le dire ainsi. C'est tellement des marques ou bien des points que nous avons engrangés. Mais il faudrait perpétuer cela. Il faudrait que nous aidons la mairie, les conseillers, nous-mêmes à avoir de vrais résultats et des résultats durables. Il faudrait que nous continuions dans ce sens pour que ceux-là qui demain peuvent courir derrière nous, il faudrait que nous formions aussi de vrais hommes, comme l'éducation on a déjà passé en revue de cela. Ceux qui ont cette expérience, il faudrait qu'on les garde, il faudrait qu'ils nous forment d'autres jeunes qui peuvent aller monnayer ou bien qui peuvent aller relayer cela à l'extérieur. Si M. Pierre Bédier a pu qualifier certaines choses ici, il faudrait que nous essayions de perpétuer tout ce qu'il a dit, parce que notre forêt urbaine aujourd'hui, peut-être on est en train de le faire, il faudrait que la mairie, il faudrait que les composts que nous fabriquons aujourd'hui et qui sont des engrais bio, pour nous, il faudrait que ça continue aussi. Il faudrait aussi que les latrines que le projet a amenées gracieusement dans la préfecture ou bien dans la commune 1 soient profitables et que les gens commandent cela. On en manque beaucoup, mais peut-être nous sommes un peu pingres pour en commander, pour avoir plus de compost et que demain les gens viennent nous dire Anéro est un exemple parmi les exemples. C'est ça ce que nous voulons. Si ça commence bien comme cela, nous pensons aller très loin. Parce que la conscience d'Anéro maintenant et la mentalité commencent par changer un peu. Et nous aussi, nous qui sommes les médias, nous devons contribuer à cela. Oui. Et les médias de là, je crois, Radio Lumière, Radio Océan, d'État Santé, et Mopokpo Atlantique et autres là. Donc nous devons contribuer beaucoup au développement, au changement de mentalité d'abord de nos populations pour que nous en bénéficions. Voilà, et donc sur le plan tourisme, culture, ce qui est très intéressant également à relever, c'est que M. Bédier vient renverser tout simplement, vient détruire en petits morceaux la version ou les déclarations entre-temps du président Sarkozy en France à Dakar qui disait que l'Afrique n'a pas d'histoire. Aujourd'hui, il a dit quelque chose de très intéressant qui m'a touché. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une bonne tradition, il n'y a pas une mauvaise tradition, il n'y a pas une culture supérieure à l'autre. Je crois que c'est des mots forts qu'il a choisis. Ouais, c'est des mots très forts. Parce qu'il a été bluffé. Et selon ce que les confrères qui étaient sur place m'ont dit, dont le chef Claver, qu'il était bluffé par la tenue traditionnelle avec les jolies perles et puis les chaînes à or du roi, Sa Majesté Savato Zankilanson 8, du roi des Digo et Ali Nana Kwam Dessou 15, qui étaient là parus dans leurs plus beaux habits, avec, comme tu le sais, la belle décoration.
avec d'autres chefs traditionnels. Il s'est dit, mais écoutez, il y a une tradition qui est respectée ici dans ce coin du Togo. Et ensuite, la diversité là, ajoutée au tourisme, sachant que la ville d'Anéro est une ville pittoresque, située entre la mer et le lac, eh bien, il a dit qu'en matière touristique, si ce n'était pas à cause de Covid-19, qui a tout gâté en France, à Anéro ici, c'est pareil. Mais ce qui est intéressant dans le volet culture qu'il a relevé, c'est ça. Il n'y a pas une culture plus supérieure qu'à l'autre, parce qu'on va penser que c'est parce que le blanc, il vient de là-bas, donc leur culture est supérieure à la nôtre. La culture reste la culture. Il n'y a qu'une différence donc de diversité, c'est ce qu'il a dit. Mais je crois que M. Pierre Bédier a lu Cheikh Anta Diop. Voilà. Il a lu Cheikh Anta Diop parce que lorsqu'il Cheikh Anta Diop, la plupart des intellectuels occidentaux le lisent parce que il a été une référence lorsqu'on porte votre nom est donné à une université. Je crois que vous devez absolument être une référence. Et aussi Fakoly Doumbé, c'est des personnes qui ont démontrer à suffisance aux Occidentaux que l'Afrique est le berceau de la civilisation, de l'éducation, de tout ce que nous avons aujourd'hui. Si M. Bédier a dit cela, il pensait que c'était dans les écrits, mais c'est rare que nos frères français, s'il faut le dire ainsi, voyagent. Mais s'ils viennent encore en Afrique ici, surtout en Afrique de l'Ouest, ce petit Togo, malgré notre histoire, on en garde encore nos prestiges, c'est-à-dire les rois sont encore là, parus comme il était une fois. Oui. Cela veut dire que nous avons gardé jalousement nos cultures, et surtout à Anéro ici, nous avons la chance d'avoir des rois, des chefs traditionnels qui ont gardé, des familles, des clans qui ont gardé cette tradition. Donc, M. Bédier est venu voir quelque chose, mais si M. Bédier avait la chance d'approfondir encore ce que nous avons sur le terrain, il sera ébahi. Anéro est une histoire, et l'histoire est là. C'est pour cela que les royaumes sont encore représentés ici, il faut le dire ainsi. Je crois que notre tourisme a été déjà conçu, et nous avons aussi des sites qui sont déjà là, quitte à nous d'innover ou bien de rénover et de communiquer autour, et pour que, je crois, d'ici quelques années, si Covid-19, je crois, nous donne l'autorisation, je crois que les Français d'Yvelines et de Paris et autres vont nous submerger ici, parce que Anéro est sublime en le voyant de haut. C'est pas possible que Anéro ne devait pas avoir des hôtels 5 étoiles, des hôtels de grande envergure qui peuvent avoir beaucoup de personnes. Je crois que Anéro doit rêver, doit oser, et comme le maire est en train de le faire, je crois que les conseillers sont d'accord. Et Anéro, avec les cadres d'Anéro, on ira très loin. Très loin. Et c'est le vœu de toute la population. Voilà, on ira très loin. Aller très loin, c'est de boire de l'eau potable avec l'adduction d'eau. Aller loin, c'est d'avoir l'électricité tous les jours que Dieu fait. Quand on sait quand même qu'on a des lampadaires qui sont allumés par intermittence, aujourd'hui on allume ici, demain on l'éteint, etc. Je crois que c'est des choses sur lesquelles reviendra le maire Alexis Akerebourou de Lac 1. Mais ce qui est bon aujourd'hui, on sait que la convention est signée, l'assainissement peut continuer avec le produit SPANC, et bien avec la dotation. Ce qui est intéressant, on va écouter le maire. Il a dit que justement, avec l'assainissement, il est revenu là-dessus, on va construire les latrines publiques qu'on faisait de SPANC, maintenant à l'intérieur de toute la commune Lac 1. D'accord. Vous allez construire des latrines à Gledji, à Siokondi, à Sigberoui, à Zoula, un peu partout, ce qui est intéressant. Et puis, il a salué également cette coopération, cette convention qui vient d'être signée. Il est lui-même ému devant des partenaires aussi lourds, selon ces termes, parce qu'habituellement, on sait Maître Alexis Akerebourou ne parle pas beaucoup, mais avant-hier, il s'est laissé aller. On va l'écouter.
La coopération entre la commune des Lacs 1 et le département des Yvelines a été marquée par plusieurs actions pertinentes au profit des populations et du personnel de la mairie. Monsieur le Président Bédier, l'appui que le département a bien voulu apporter pour la rénovation de la bibliothèque municipale et l'animation du réseau préfectoral de lecture publique, l'ouverture de la représentation de l'Afrique de l'Ouest de la maison des Yvelines, représentant le département des Yvelines dans notre commune, qui apporte au quotidien un conseil à l'équipe municipale. Vous comprendrez donc mon émotion et la joie qui m'anime quand je suis à côté d'un partenaire de cette envergure. À notre prise de fonction l'année dernière, le conseil municipal et moi-même avons compris qu'ensemble, main dans la main avec le département des Yvelines, nous pouvons positionner notre commune au rang des grosses collectivités. C'est pour cette raison que dès le début de cette année, j'ai effectué une mission dans les Yvelines où j'ai pu rencontrer vos collaborateurs. La convention cadre de coopération 2020-2025 confirme nos souhaits partagés pour la poursuite des activités du centre afin de couvrir toute la commune qui s'étend actuellement à Glidy. Poursuivre la coopération avec le lycée d'enseignement technique et professionnel d'Anefo-Glidy qui vient de se voir doté de 3 nouvelles filières. C'est-à-dire que nos enfants maintenant peuvent, à plus du BT, faire le bac. C'est-à-dire qu'on a ouvert avec l'appui du ministre des secondes F2, F3 et F4. Parce que la difficulté avant, c'est important. Donc, à côté de cela, il y a le renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune, parce qu'ils vont nous assister à une meilleure fiscalisation de la commune. Il y a l'amélioration des recettes propres de la commune par une maîtrise de l'assiette et des sources de contribution. Et donc, c'est juste un extrait du discours de maire Lac 1, maître Alessi Akere-Bourou. Alors, Yves Akesson, voilà le maire qui est très enthousiasmé, avec de belles nouvelles également, de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a 3 filières qui ont été ouvertes au lycée technique de Glidy à Anéro. Ce qui est encore bien, c'est que les élèves ne vont plus passer seulement le BT, ils sont plus cloîtrés dans ce carcan-là, et on vont s'ouvrir et passer le bac technique. Ce qui est intéressant, même si le centre d'écrit n'est pas à Anéro, au moins on sait qu'ils peuvent aller à Didegomé, ils vont passer le bac technique. Parce qu'avant, ces enfants, quand ils vont quitter ici avec le BT, ils vont aller se chercher à Lomé pour tenter d'aller au bac. Donc peut-être reprendre la seconde, là, ou bien on suppose que le BT c'est 2 ans, donc au bout de 2 ans ou 3 ans, on vous remet peut-être en terminale si on vous fait une faveur, parce que je ne sais pas la suite, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on vous considère, vous pouvez aller jusqu'au bac, ce qui est très intéressant. Et dans son discours, je n'ai pas passé là-bas, il disait que quand il était allé au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour demander cet appui-là, le ministre lui a dit que vraiment, ce que le lycée technique à Anéro fait, c'est intéressant. Donc, pas besoin de rester pendant trop longtemps. Rentrer, le décret sera signé, le décret a été signé. Bravo. Voilà, les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, vous comprenez quand même que c'est intéressant. Quand vous allez dans des villes comme Lomé, Palimé, Atakpamé, Kara, Sokolé, il y a des lycées techniques, il y a des CRETFP. Là, vous sortez technicien. On n'en avait pas à Anéro. À part peut-être le lycée technique, je crois que c'est bien, c'est pas Akpemé. Bon, il n'y en avait pas à Anéro du tout. Au moins, les cadres techniques vont sortir parce qu'aujourd'hui, on a besoin des scientifiques pour développer nos nations. Et voilà des bonnes nouvelles. Il va question. Non, c'est très bon, c'est très bon. Et j'étais tellement fier de voir que nous vivons aujourd'hui et puis nous avons la chance d'avoir des hommes qui se battent pour l'évolution de notre commune. C'est très beau. Nous avons la chance aussi d'avoir de fins diplomates qui font la diplomatie de développement pour notre localité. Je ne veux pas citer le nom de qui que ce soit. Je crois que les conseillers sont suffisamment instruits pour voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de changements et nous avons plus d'ambition que nous l'avons avant parce que nous grandissons dans ce pays. Mais il était une fois des lycées techniques ici à Anéro, c'était la jeunesse pionnier, je crois c'est 2CB. Il était une fois, ça fait un peu longtemps.
Je crois que nous sommes en train de rééditer. Et il y a le lycée polytechnique Brousse qui continue de former dans les matières financières, comptabilité. Voilà, et puis ce n'est pas la même chose avec le lycée technique. Technique informatique. Je crois que nous avons de bonnes postures. Ici, il y a des filières qui sont tellement en vogue actuellement. Il ne faut pas former les jeunes. F4, F2, voilà, tout ça. Quand on est électromécanicien, quand on est... oui, on va travailler dans les usines. Aujourd'hui, les demandes que nous avons aujourd'hui au niveau des entreprises, ce ne sont pas des informaticiens ou autres, mais c'est des techno-informaticiens et des techno-électriciens, bâtiments et industriels. Donc tout ça se trouve ici à Anéro, à côté ici. Ce qui est bien évacuation, quand nous l'avons à Anéro, Glidji, dans la commune Lac 1, ça veut dire que les amis, les communes Lac 2, Lac 3, Lac 4 qui nous entourent, même Bamono, Vaux, etc., même si vous venez de Dapon, vous pouvez aller à l'école. Bien sûr, si vous avez le profil, vous pouvez y aller, parce que c'est pour tout le Togo. Tout à fait. Et je crois il y a de cela 2 ans, moi je suis parti là-bas, il n'y avait pas beaucoup de nos sœurs, nos frères d'Anéro là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont venues avec les noms que nous avons. On ne se connaît pas les noms. Donc, cette fois-ci, je crois que il faudrait que nos jeunes essaient d'être plus excellents pour s'intéresser à la technique, parce que la demande d'aujourd'hui, c'est pas la littérature. On en demande un peu, mais c'est les industries qui vont tourner avec des personnes bien formées. Tout à fait. Donc, je crois qu'il a parlé aussi du positionnement de notre commune parmi les meilleurs. Je crois que ça se fait déjà. Ah oui. Parce que nous avons dit tout à l'heure, on l'a anticipé d'ailleurs. Voilà, ça se fait déjà. Une commune qui a une vision, un objectif, qui roule un peu sur l'ancien, et la continuité elle est bonne. Il a parlé aussi du renforcement des capacités des agents et du personnel de la mairie et des conseillers. Pour la fiscalité, il faut qu'il y ait beaucoup de... Il dit que la commune a maîtrise son assiette fiscale, ça veut dire qu'on sait à peu près combien on peut percevoir comme taxe dans l'année, que ce soit au niveau des taxes de la mairie, que au niveau du fisc, au niveau des lotières. Donc, ils ont une idée, ça veut dire qu'ils savent où ils vont. C'est essentiel parce que si nous parlons de renforcement de capacité, je crois qu'il y a eu déjà des résultats, mais ils veulent encore continuer et avoir des résultats meilleurs. Oui. C'est ça ce que nous voulons. Et je crois que la présentation qui a été faite au niveau de l'Yvelines, Anéro a des cadres ici et qui savent travailler. Et moi, j'ai vu là-bas que des jeunes. Nous pouvions actuellement compter sur la jeunesse, compter sur comment nos frères qui ont la jugeote, parce que nous savions que la fois dernière, il y avait l'université, si je me souviens très bien, de Kara, qui est en train de piloter un projet ici. Par rapport à cela, par rapport à la fiscalité, au plan national, au plan communal de développement de la commune. Donc la fiscalité et autres là, ça se trouve dedans. Donc je crois que le Togo doit puiser dans ces universités les têtes pensantes, s'il faut le dire, pour que demain nous n'ayons plus de fuites d'intelligence. Si l'État togolais utilisait, comme ce que nous sommes en train de faire ici, compter sur nos propres forces avant d'aller demander de l'aide, on a demandé de l'aide à l'université de Kara, appuyée par, je crois, c'était le PNUD. Donc il faudrait que Anéro en gagne en expérience et aujourd'hui les résultats ne font que commencer si ils sont sur l'évolution. Je crois que ce que tu dis par rapport au renforcement de capacité, on peut quand même féliciter la commune Lac 1 quand vous voyez un peu tous les membres, le personnel de cette mairie qui vient dans nos émissions, que ce soit dans le studio de la radio d'État Santé ou dans le studio de Radio Lumière, qui font des émissions synchronisées. Chacun parle de son département. Moi, dans mon département, je m'occupe de l'adressage du cimetière, ou bien je m'occupe de la réception de l'état civil, etc. Quand vous voyez un peu ces jeunes-là développer, exposer ce qu'ils font, donc vous comprenez quand même qu'ils sont bien managés.
Ils sont bien managés. C'est ça l'ambition. Il faudrait avoir de l'ambition, avoir des objectifs. L'autre jour, la dernière fois, je crois, c'était le responsable du CLAC, donc du centre d'animation de l'actu publique qui était là, et avec la chargée de communication, qui ont présenté leurs produits, ce qu'ils ont fait durant l'année, ce que Covid a fait, ce que Covid n'a pas fait par rapport à cela. Quand vous prenez Spank qui vient, qui parle de l'assainissement, qui parle de comment gérer les FSS, comment gérer les ordures ménagères, on comprend quand même que tous ces jeux-là ont été vraiment recyclés et formés à la mairie. Bien sûr que c'est vrai, mais il faut avoir des leaders pour faire changer certaines choses. Moi, j'étais parti une fois au niveau de notre commune. J'étais resté là-bas jusqu'à 22 heures. Les jeunes ou bien les employés, les agents allaient briefer le maire jusqu'à 22 heures de la nuit. Waouh! J'étais là-bas, surpris. Je me dis, si ça continue comme ça, vous allez craquer. Mais 2 ou 3 fois je suis parti là-bas, je n'ai jamais vu le maire en train de causer. Ils sont toujours là en train de travailler. Et s'il y a quelque chose, automatiquement, on vous demande allez de ce côté. Et si vous allez là-bas, c'est des personnes qui sont déjà formées, ils ont les formations, ils ont la matière, s'il faut le dire ainsi. Donc, il faut que ça continue. Vivement que ça continue et que ce partenariat, cette convention qui oublie un aspect, un segment que nous allons rappeler Yves Akesson. Il s'agit justement de la communication, du journalisme, de la radio, de la presse. À Anéro, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore une presse en ligne, comme notre ami Togo 24 de Palimé, par exemple, qui a Palimé, et qui a cette structure-là qu'il gère. On n'a pas encore une structure de site en ligne qui appartiennent à un jeune d'Anéro, qui vit à Anéro, qui travaille à Anéro. Ça fait un de deux. Je veux parler d'abord ensuite des radios. Les 3 radios sont des radios partenaires à la commune LAC 1, mais je ne sais pas si on prend en compte la communication dans la convention que la mairie signe avec le département des Yvelines, parce que on peut choisir un technicien par radio, un animateur radio journaliste par radio, et aller leur faire profiter un stage d'1 mois, 2 semaines dans les Yvelines, dans les radios là-bas. Vous savez que le RMC, par exemple, ce sont des chaînes et qui font beaucoup plus de l'information de la région francilienne, qui appartient donc au département des Yvelines. Je crois que l'échange des connaissances, on peut envoyer des journalistes de cette région ici dans nos rédactions qui viendront en stage apprendre nos réalités et faire cet échange-là, nous également, envoyer des journalistes, des techniciens là-bas pour aller apprendre quelque chose de nouveau. Eux aussi viendront apprendre quelque chose de nouveau, comme le président du département des Yvelines a déjà dit, qu'ils viendront apprendre comment gérer l'assainissement, par exemple ici à Anéro. Ce sont des idées qui nous viennent habituellement. J'en ai parlé entre-temps avec celui qui a géré la coopération de la ville de Nuremberg avec Anéro. Ils ont dit qu'ils vont penser. Voilà une autre convention, une autre opération décentralisée qui doit penser véritablement aussi à ce segment de la société ici dans la commune LAC 1. La communication est tellement impérative. Si nous parlons de changement de mentalité, c'est grâce aux médias. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas tombé dans l'oreille dessous. Tout le monde essaie de comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est tous les communicateurs, sans exclusion aucune, et sans hypocrisie, nous sommes d'accord avec cette idée. Parce que tout le monde veut en profiter, que depuis que nous sommes en erreur, on veut le développement. Et s'il y a des choses qui viennent, il faut qu'on pense aussi à la communication. Je crois que si nous sommes ensemble et si nous les accompagnons, ils ne vont pas nous oublier. Voilà. J'avais donné cet exemple-là quand nous avions posé la même question dans ce studio. Celui-là qui a été l'auteur de la coopération décentralisée entre la ville de Nuremberg et la commune LAC 1. Je vais parler bien sûr de Aimé Ponton, que tu connais très bien, et qui a une association qui vient avec les dentistes sans frontières, etc. là pour aider. J'ai dit, mais pourquoi vous ne pensez pas ça? Mais ça les a échappés et qu'ils vont y penser. Bon, on attend de voir ce que ça va donner, parce que ce partage d'expérience-là, c'est bien. Quand vous prenez l'exemple de Tchévier, tu connais très bien un confrère là-bas, dont je vais taire le nom, grâce à la coopération décentralisée entre la ville de Tchévier et la ville de Patnay en France, il est allé. Dans le cadre de ce partenariat, on a désigné un journaliste de Radio Horizon, et il est allé. Il a fait presque 3 mois où il a appris comment
eux, ils travaillent dans les radios. Comment ils font leurs journaux. Il a même présenté des journaux avec eux. Il est allé en reportage avec eux. Il a appris quelque chose de nouveau. En ce temps, ils ont envoyé un autre journaliste, c'était une jeune fille de là-bas à Thiviers. Ils ont échangé, ils dit bon voilà comment nous travaillons sur le terrain. C'est difficile ce bout de travail. J'avais eu la chance de la rencontrer au niveau de l'hôpital d'Adido. Voilà. Elle était venue en formation là-bas et puis il a dit que c'était des méthodes archaïques que nous utilisons ici. Mais on vit avec ça. Mais on est à l'aise, on vit avec. C'est pas, non, on se plaint pas, hein. Mais avoir plus de connaissances, ce n'est pas donc interdit. Je crois que c'est une doléance en direct sur les antennes de la RTDS à l'endroit de Maître Arisi Akelebourou, maire de la commune Lac 1, puisque nous avons que cette émission est très suivie également dans les différents bureaux de la mairie d'Anéran. Allez, on va poursuivre, parler cette fois-ci, on va quitter Lac 1. On a consacré pratiquement 45 minutes au dossier Lac 1, ce qui est important parce que, chers auditeurs, la RTDS est assise, installée dans la commune Lac 1. Il y a de quoi parler donc des performances déjà perceptibles de cette commune Lac 1 sur le terrain. Moi, je suis enthousiasmé quand j'y vais. Et comme tu le dis, quand on voit ces jeunes-là qui maîtrisent leur dossier, qui briefent le maire. Et le maire prend note et connaît donc pratiquement le briefing de tous ces agents-là. Ils sont très nombreux. Je crois que c'est fabuleux. Ils ont même créé la maison des associations. Waouh, j'y étais encore la semaine dernière. L'accueil est souvent important. Et quand on vous accueille, vous êtes déjà satisfait par rapport à ce que vous avez apporté. Je crois que ça doit continuer dans ce sens. Tout droit à Clacou, le maire Lac 2, cette fois-ci, Benoît Amadi-Menson, nous l'avons interviewé. Et c'est donc un travail qui a été fait par le confrère Jeff, que nous avons repris, remixé, à qui il a véritablement parlé de la formation qui a eu lieu les 7 et 8 septembre dernier à l'hôtel Sarakawa, tu te rappelles, où les maires avaient été donc formés sur comment gérer une commune, comment et quel est le rôle des conseillers, quel est le rôle du maire, quel est le rôle qu'on peut confier à l'adjoint maire ou aux adjoints au maire. Donc tout défini, ils sont ressortis avec chacun un véhicule 4x4 donc de commandement pour chaque maire, ce qui est magnifique. Mais on a essayé quand même de revenir avec le maire Lac 2 sur la tournée qu'ils avaient organisée il y a un peu plus d'un mois sur l'explication qu'ils ont apportée à la population par rapport aux taxes. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, la commune Lac 2 est un peu plus en retrait que la commune Lac 1 qui est située en ville. Donc c'est maintenant qu'ils sont en train d'apprendre aussi comment est-ce qu'on doit marcher. Comment est-ce qu'on doit aller à 4 pattes avant de marcher, etc., en matière de communalisation, bien sûr. Donc, une explication avait été donnée à la population par rapport aux taxes, et le maire s'est rendu compte qu'après cette tournée, il y a un peu d'amélioration. Je crois que le travail pédagogique a porté ses fruits. On va l'écouter. Maire Boubouto Benoît Amadi Menson, Miko Tutudo les Lomé, Mia Togobe Maire Opata Alpha de Ka, ou Adrien, lesquels ils portent Tutudo Ado. Nyawe miso joda gbe kebi dongbe ba ya nyabe minister Bouboutoa ekpemi Togobe Maire Opata ebe dogolo hotel Sarakawa e funwa e onami Tutudo le nyagombe keke ame tonson yemi ole le kebe hotela le mpopopo alo Tutudo ko emi home a magbrobe ehun kunami subo Togobe Maire gbe de ke mi se do agomedo edukun achami yo be mi awodo na yo emi me pata mi todo aji sigbe perikawe ya nenele mi se gomedoa mi po ebe Tutudo ya egba hunkuna mi pe egba so mi no subo sigbele ke nyangbon de gbon nenene be on nyana nu vono wa mi po ebe nyanya baji nyanya jinami nyabe minister Boubouto be to me ke be so dade ya mi agbon be to me nyuere nto be ni do ale ke be Tutudoa enanyi do le kemila wodo mairie antobli boa alo me gbon commune tutuboa le ke mi le da pele doa o de menami nke ni mero nke le ni ba agent nke le ni collègue conseiller wa le ke dodation le mi asi vovoro le ke mi se gomedo o de menami wa me a mi ba agent o secrétaire général que miabe ministre Boubouto so do la pero mairie anti do la maison ele ke ebe do no inado npobo fiomi nu ale gbegbe miame pata mi se nblibo agome
ofiomi le keye maire la odokudo ajuero le ka adjoint la odokudo maire aro e dotasi kenyi maire ato e dotasi keleni conseil auto e le keye commission chonle e fofofo le kebe mairie ame le conseil o me le ke dotasi ala idoa ofiomi ne nebe nu keke banko e dojesi be formation kemi ya formation blibo beni e be doji jona micha emission nu sogboro e wona mbe le tutudo abe nu wubwa dukola e wafu so e huni mero pata le mi khonya wado magbo be ni so le brada gbe keye le kebe nya to le nya ministre bubuto abe nume be enukela kele kuda be mero pata ni trova sarakawa ni nya be duploto fo iso jinam ya fin bebe amesiame mero pata no ba ho abe hu kele ni véhicule de commandement hu kemila so odo ni nya be dukwa edu ejesi po ele mia mebe fupepe wa le no mia jibe mia ba ho wa eni jijode na mi ale gbegbe mia me pata mi titele mia ba foji emi poasi pe kudo jijwe kwa dodo wa ekebe enuke mia be dupoto ona mia mi mu kando jo emi mu susu chambe na formation ke mi le yiwan ne be nu la te ba to su me amere pepe mu do nku o surprise grande de nyina mi enyi nkunu de na mi bo ba grande de nyina nya be ekebe dodo a evene e zigbele ko gbanya be mo le ke mo le na mi do le ke mi to do ajido fupo ke le me na mi le debut a egbe anpo ebe nya be dupoto a ho gbona mi ale gbegbe hu ya la pero mi anti e nya be do no me e mi ta mi la te trodo mi abe commune wa po enu ke le gbele ku nu ke mi la te jra rojro wa pe gare mi le do ne mi abe gouvernement mi abe jidudwa do le ke be ona ke o ne mi ame mero pata to go to ke ka mi le do akbene mi abe dupoto le kebe dodo kebe o mère bobuto eva aussi be wote de ka do jivode we ya mi va di sale nya be commune ame poni tu kwa enya ke mi blona we o ye mi kwe do je sibe to riva magbo be nya we le o wetri de ka kudo nde we ya ye conseil municipal la que de a mitite le mi jibe nya poni mi abe tu kwa wa mi do je sibe ke mairie ava ye ya nu kedele e mi ato mi ano du kwamu wona san se gome nu gede le cha madomi san wa ke meri va ne be nu da ba do merora pa na be ne mi de to do da tu aji a mi po ebe na mle nya po ne tu e tu am le si nu bri bo agome e la jo ba no si bebe meri be va ni nu nyere onene pa e me conseil a deso e mi va ti te be mi anto mi ato du me mia sido mia be shobu buto oji ne mia powe na wa pero mia anti enu ke vaya mia de mene tu kwa e wawe la lemi ye du ala tetite wawe la na ye commune ala teson on gba gbon be yo chami be daru fun vopo e vodoa e ti mia me ko enyi were ka yo chan daru fun ajo bo e na be mi ponpone du kwa ye mi gba promet ne du kwa ponpone du kwa be meri be do subo mi mateva ke mi vaya kwa gbole patala vo emi la baba no gbure le sanja mi la baba no gbure le mi abe mo oji e amesa me la no se ne tore si aba no to ne tore ne mi dodo de ke mi wo ye o po ebe mu yan alo dodo wa la ti ojia oni gogo mi de mi le ne mi ase ngo me ne mi anono meri mu va alo egbe a meri mu lebe ya wonu ke ma sokudo dua to bo hu ake duaji be mi awa emi o mi lawo emi ame keke mi la le po nkpo be eduara tetite boa bia gbo be so ga keme mi ponpone tu kwa wa nyawo to na nya be nu tro nya be nu gomesisi o tro keke reke ya mu gba na sesa umba hona homo umle odo si odio nu keke ya mi po be entro keke nkpo tro pata keke o wa ikando mewu reke mi lesa boa mi ba le bio so mi abe du kwa gbo be la ku de abe oni pero mi anti wa welana ye commune la que deux a elle a trop et wawelana ye mi la ponko yi e mi abe meria elle a dit e monyu ya jilo mère bobuto nyarele asio nyaso lekebe asenkakan asodo da dukwa bebitwa la que deux be dukwa ko le prosigbe mère nenia akmedodo la ine la medo pata ye mledo akmena le do gbeno wa wa pengbedo na me jo amaba la que deux atogbene la que deux medo pata be mledo akpeno wawe udo passion wawe si agbeto gome
et comme lac 2 à commune à mairie qui va et nous y béni voilà que mi va droit mi a dak bébé mi a bé tout coin c'est mi a gomme mi au champ mi laissé wa gomme et nous que mi le bois à mi fiame de dotomi laissé wa pour bé toi mi ma plele à la djé me mi a plele bobo ni me wa au champ ora c'est mi au gomme mi au champ mi a c'est wa gomme et pour bé le mi a ko ni a fofo mi a to ko ni fio sang c'est vidéo les et c'est des cuirs ou les québécois les pelotes tout quantique bon oui mi omi baba les kawaya ensemble à Milan notre mi au clinique appel de développement wa mi avait tout non là na be ni kemi les bonnes tout coin et la TCM bon ma doit pe ne tout coin be ensemble et tout Milano et mi la tout commune on va bomber yo do mi vo ni avait nani allo o le funu la we au America nte wonde pepe et mi ame we de ka o chano funu cha mi mate wo commune à quelqu'un de donc à wa la promianti et ensemble à mi la tout commune et mi la bébé commune là de électron wa mato e ba pe non be on est dom semi mi o cha mi le bioso wa bobe on est dom semi wa we so mi darufu wa we la na e doke mi da wa e la definami ne nya ke ni he bo ha ne mi bola wa se mi na mi ne e dele mu jeji na wo wa ya ko to le hu ya be mairie ale hu on est gogomi mais ensemble ya pompo et puis donc tout mais ni ya se nu gomi ni ya no no wa obe nyabe commune amila so daru et mon nuedeji apena mikaka. Voilà, le maire de la commune Lac de Benoît Messon, à ma vie dans le cercle des journalistes de cet après-midi, va Kesson. Il est revenu sur cette formation de Lomé à l'hôtel Sarakawa, où tous les maires, les 117 ont pris part. Ils sont revenus avec de très bonnes nouvelles. D'abord, une enveloppe de 3 milliards de francs CFA que l'État togolais leur accorde pour finir l'année. Secondo, l'État leur fait une belle surprise. Chacun est rentré avec son véhicule de commandement comme maire. Service de commandement, c'est des véhicules que j'ai vu quand même pour l'instant sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cœur touché, j'aurai l'occasion de le voir. Alors, ce qui est aussi bien, avec beaucoup d'humilité, le maire a dit que nous ne sommes pas là pour brusquer la population. Nous allons travailler de concert avec la population, nous allons nous entendre sur les taxes pour que les gens ne continuent pas à travailler comme avant, où on venait donc tordre le cou à la loi, on venait enfreindre à la loi, on essaie de défier la commune pour voir ce qu'elle peut faire, etc. Il a dit non, que c'est vous qui avez voté pour nous, c'est en votre nom que nous sommes là-bas, il n'y aura pas de dispute, de discussion, il n'y aura pas, enfin, de dispute, j'allais dire, de querelle, de mésentente entre nous. Je préfère et nous préférons qu'on travaille ensemble. Et depuis les sensibilisations, eh bien, tout est amélioré, pas un peu, pas trop, mais comme je le disais à l'instant, la commune, les nouvelles communes vont apprendre, comme elles sont nées, à aller à quatre pattes avant de marcher. Voilà les difficultés qu'elles ont ces nouvelles communes, mais il faut y aller avec beaucoup de tact, de pédagogie, comme le fait aujourd'hui, avec humilité. Benoît Messon, à ma vie, le maire de la commune Lac 2. Ouais, je crois que le maire, M. Benoît Amavi Messon, il a tout dit. C'est en vernaculaire, mais il faudrait que nous qui sommes des citoyens togolais, nous participions à la construction de notre pays par nos communes. Les taxes, c'est pour le roulement et, comment dirais-je, la construction de la commune. Les taxes ne vont pas quelque part, ça revient toujours dans la localité. Merci, ils ont commencé par la pédagogie et la sensibilisation. Déjà, je crois que s'il y a des améliorations, parce que ce n'était pas le cas dans le temps. C'était pas le cas dans le temps. Je crois que Anéro est habitué à certaines choses, parce qu'Anéro est là depuis des années. Lac, je crois, c'est Lac 2, je crois. Lac 2, oui. La commune Lac 2, dont la mairie est installée à Claco. Doit essayer avec les cadres du milieu et les leaders d'opinion, ils doivent expliquer, relayer les ambitions des conseillers, et surtout les conseillers doivent aussi aller à la base et sensibiliser la population du bien-être de payer les taxes, c'est important, c'est avec ça que la commune peut vivre.
Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de dotation. Je viens d'apprendre que 3 milliards de francs vont être distribués entre 117 communes. C'est un début, c'est bon. Oui. C'est un début, c'est bon. Mais je crois que ça pourrait encore donner un peu de motivation pour le moment à ces jeunes communes qui doivent leur merci à certaines dotations. Oui. Sinon, ils n'ont pas de ressources. Aklakou n'a pas plus de ressources que la commune Lac 1. Du tout. Aboudrafort n'a pas de ressources. Enfin, a un peu de ressources parce que leur marché et autres peuvent, n'est-ce pas, faire quelque chose. Mais les deux autres, je crois que c'est maintenant qu'ils sont en pleine construction. Il faudrait que les administrés comprennent la nécessité de payer les taxes et ça peut aller. Je crois que l'État, si il a fait l'effort cette année de donner 3 milliards de francs CFA à partager entre 17 communes, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire les dispatching, mais c'est... on ne sait pas si ce sera proportionnel ou ce sera... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire. Je sais que Lomé va engranger la plus grande partie. Ce ne serait pas bien. Parce que pour un départ, il faut donner de part en part égale. Sinon, je suis curieux de savoir. Je ne crois pas que commune Lac 2 sera dans la même posture que la commune de Lomé. Il y aura un peu de déséquilibre, de différences positives. Voilà. Mais nous avons de l'avenir. Il faut que, comme Benoît Messan m'a vu en train de le faire, avec humilité, il faudrait que les administrés aussi comprennent cela avec humilité et participent par les tâches au développement de leur milieu. Parce qu'ils ont voté, ils ont de l'ambition, ils vont voter les programmes. Donc ces programmes devaient se faire par l'effort de tout un chacun. Il faut que les gens comprennent. Parce que le temps où les mannes tombaient du ciel n'est plus. Donc les leaders ne sont pas là pour faire sortir de l'argent de leur poche tout le temps. Mais ils sont là pour tracer des voies, pour encourager, et c'est la volonté qui serait la meilleure dans ces moments difficiles. Notre difficulté a été couronnée par Covid-19 au coronavirus, donc nous allons prier un peu plus de doses de volonté. Les communes aussi vont se relever. Je crois que on a fait déjà un bon chemin jusqu'alors. Bientôt, je crois que c'est 6 ans qu'ils devaient faire. Ils doivent faire 6 ans, ils ont déjà fait boucler 1 an. Voilà. Bientôt les 5 ans restants, je crois que l'apprentissage continue et on va voir les résultats d'ici 3 ans pour dire que celui-là a boxé. Mais ça dépendra de la population. Ça dépendra des changements de mentalité de la population. Lorsque nous voulons construire, nous devons aussi payer les taxes. C'est très important. Et participer à l'évolution, aux efforts de ceux-là, des conseillers qu'on a pu élire. Donc, on ne peut pas rester dire que c'est le conseiller qui doit nous faire des sacrages, de balayer nos voies et faire ceci ou cela. Non, du tout. Non, il faudrait que... Comme ça se passe aujourd'hui dans la commune Lac 1. Il y a une relation, il y a les CDQ qui se rivalisent d'ardeur. Bien sûr. C'est moi qui vais nettoyer mon quartier aujourd'hui. Voilà. Ah ben l'autre dit, mais si c'est eux qui ont nettoyé leur quartier, comme ça nous allons nettoyer le nôtre plus proprement qu'eux. Aujourd'hui, il y a une rivalité entre les quartiers de la commune Lac 1, entre les villages, ça se voit. Je crois que l'exemple doit être copié dans la commune Lac 2. Nettoyons tout autour de nous, même si ce sont des communes rurales, au moins au niveau de nos domiciles, nettoyons les rues qui donnent accès à la maison, le marché d'Aklakou, le marché, les cimetières et autres. Le marché d'Aklakou, je crois que ils ont fait des efforts énormes, mais ça reste encore à faire. Oui, ils ont fait des efforts, mais on sait vrai. Quand on y est allé, c'est pas ça. Mais maintenant, vous sentirez ça veut dire que la mairie travaille. Et il y a la volonté de faire quelque chose là-bas, c'est déjà bien. Lorsqu'on avait éclaté les communes, je me plaignais. Mais cette fois-ci, j'ai vu que ça motive
ces localités de faire bien. Et il y a eu l'émulation de toutes les communes actuellement. Et nous prierons le gouvernement de faire encore mieux pour les aider et on va voir les résultats après. On verra les résultats après. Il va falloir quand même que les mairies cravachent dur, comme Yves Akesson le dit. Alors, en attendant que notre confrère Adela Haïté nous fasse signe, alors on va donc parler rapidement de Covid-19 depuis là où il est, parce qu'il est empêché aujourd'hui par ses activités professionnelles. Ernest Rodono-Saï a réussi quand même à nous envoyer, puisque nous lui avons attribué carrément cette rubrique du bilan statistique de Covid-19 au Togo, en Afrique et dans le monde. Malgré qu'il soit très occupé, bien qu'il soit très pris, il a quand même tenu à nous envoyer la statistique donc que nous allons lire tout à l'heure. L'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Donc nous sommes sur le volet bilan Covid-19 au Togo et dans le monde. Pendant que nous lisons, si le confrère entre en ligne, nous allons le prendre. Au Togo, à l'heure actuelle, on compte 336 cas actifs contre 40 décès pour 1219 cas guéris. Le total de cas confirmés au Togo s'élève à 1595. Au Bénin d'à côté, les cas actifs sont de 285. Le nombre de décès, c'est le même avec le Togo, le nombre c'est 40. Les cas guéris au Bénin, c'est 1942. Et pour un total de 2267 cas confirmés. Au Ghana, les cas actifs sont de 564. Les décès s'élèvent à 294. Les cas guéris au Ghana, c'est 44 797. Et le total des cas confirmés sur le territoire ghanéen, c'est 45 655. 45 655. Et le Nigeria compte beaucoup de cas actifs en ce moment, 10 960. 10 960 cas actifs contre 1088 décès. Le nombre de cas guéris, c'est 44 430. Donc, pour un total de cas confirmés au Nigeria de 56 478. Voilà, donc un peu la Côte d'Ivoire d'un côté. La Côte d'Ivoire, nous avons 752 cas actifs en ce moment contre 120 décès. Le nombre de cas guéris s'élève à 18 228 pour un total de cas dans le pays 19 100. Quand vous prenez la France, vous savez qu'aujourd'hui, bon, avant la France, parlons quand même du pays du Nord, le Togo, le pays qui est limitrophe au Nord-Togo, c'est le Burkina Faso. Le Burkina compte à ce jour 536 cas contre 56 décès pour 1141 cas guéris. Le total de cas confirmés au Burkina s'élève à 1733. Ça veut dire que c'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts dans la prévention. En France maintenant, les cas actifs en France aujourd'hui s'élèvent à 274 214. Les deuxièmes vagues de contamination. Et pour 30 999 décès, 89 891 cas actifs pour 395 104 cas actifs en ce moment. Alors, nous allons nous rendre à Tchévier où nous attend le confrère Dela Haïté. Bonsoir Dela. Bonsoir Tony. Alors Dela, merci vraiment de nous retrouver encore une fois cette semaine dans l'émission Le 7 des journalistes. Tu as promis nous parler justement de l'annonce de la reprise du championnat D1, non seulement par le président de la FTF, ni par son chargé de communication, mais plutôt par le sélectionneur national qui est d'origine française, Claude Leroy. Exactement, Tony. Ravi de vous retrouver chaque mercredi pour la page des sports. Tony, il faut dire que Claude Marie-François Leroy, le sélectionneur de du Togo, a levé le voile sur le type de championnat qui se jouera au Togo cette saison. Le technicien français, après une conversation avec le président de la Fédération togolaise de football, a annoncé le format du prochain championnat togolais dans l'émission Talent d'Afrique chez le confrère de Canal+. Il est à savoir qu'il exerce en tant que consultant. La saison 13 a commencé en raison de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Pendant ce temps, Claude Marie-François a déclaré que le championnat se jouera en deux zones.
et s'échelonnera sur 3 mois au maximum. Le championnat va reprendre en novembre et se jouera en 2 groupes. Il va y avoir 2 groupes de 8 clubs. Un à Kara, un à Lomé, avec une espèce de finale 8. Ce qui veut dire que c'est Claude Leroy qui annonce le format qui va être joué cette saison au Togo et non la Fédération togolaise de football. Donc, se posait la question de savoir, Claude Leroy est devenu maintenant le chargé de la communication de la Fédération togolaise de football. Mais les Togolais ont mal appris l'intervention du technicien français, Tony. Oui, on l'a mal pris parce que quand on regarde un peu tout ce qui se passe autour de Claude Leroy, c'est vrai, il devait s'occuper de la sélection nationale, l'équipe Fagnon. Mais oui, il peut donner des informations en tant que consultant, mais pas aller en profondeur. Il pourra dire peut-être qu'au Togo, très prochainement, le championnat va démarrer sur ce qu'il a appris en tant que sélectionneur. Mais il fait comme si c'était carrément lui qui gère tout là-bas et ça frustrait beaucoup de Togolais, en tout cas. Comme on l'a vu depuis le début de son arrivée au Togo, on a l'impression que la fédération ne dira pratiquement rien, ni le gouvernement à travers le ministère des Sports. Mais en tout cas, on verra la suite qui sera donnée à cette sortie. De toute façon, il a dit, et les Togolais ont pris acte, n'est-ce pas? Alors, le deuxième sujet sur lequel tu reviens, c'est quoi déjà? Il vous dit que le téléphone sur le plateau du Canal Plus en France annonce 2 nouveaux joueurs dans le Niger-Pévier. Il dit qu'il est en pourparlers avec depuis quelques mois avec un jeune talent du FC Bordeaux, brésilien. Il est camerounais, du papa il est camerounais et maman est togolaise. Donc il avait Loïc Bessilé. Oui. Donc il a convaincre le jeune joueur togolais à se rendre dans le nid des Épévis Togo. En outre, ce jeune joueur de 20 ans, il y a aussi un certain Lilian Brassier qui va être prêté dans les heures à venir ou après c'est en France. Donc, il faut dire que le Togo, lors de la journée FIFA qui va se jouer en octobre prochain contre la Centrafrique et le Soudan, on verra 2 nouvelles têtes des Épéviers qui vont adorer la tunique jaune des Épéviers. Alors, en tant que journaliste sportif depuis très longtemps, dès là, dis-nous, est-ce que c'est une bonne aventure d'aller chercher encore un Togolais d'origine camerounaise, même si sa maman est togolaise? Mais on sait, oui, quand vous prenez un peu le latéral gauche qui nous a ramené de la Belgique, lui aussi, lui au moins, son papa est togolais, c'est bien ça, et sa maman est belge, ça passe. On a eu cette mésaventure avec le Togo au temps de Antonio Dumas, je ne sais pas si tu te rappelles. Il nous a ramené des Brésiliens, 4 au total dans l'équipe nationale, mais ça n'a rien donné. Des Souza, des Nixon qui n'ont rien donné. Il faut dire que le Togo avait ramené beaucoup de binationaux qui n'ont rien donné. Et on peut parler du Francis Koné, l'Ivoirien togolo, il n'a rien donné. Et David René, on a vu sur un match et puis c'est fini. Je crois que jusqu'à présent, depuis avril 2016, que Claude Leroy a débarqué au Togo, rien n'est potable jusqu'à présent. Il utilise les joueurs aujourd'hui, demain, il ne les convoquerait pas. On a vu des Yandédi dans ce pays, ils ont convoqué des gamins qu'on a sortis des étapes pour venir justement foudrouiller en sélection A. Donc, convoquer ces 2 jeunes joueurs, bon, je me suis dit que actuellement, Claude Leroy ne sait plus ce qu'il va faire avec le Togo. Absolument, absolument. Quand il a lancé Graines des Talents, je crois qu'il doit puiser là-bas, Graines du Togo. Aujourd'hui, il nous ramène un certain Bessilé, connotation patronyme et camerounaise, alors que les Camerounais veulent protéger également leur star. Mais quand c'est des chiffons, quand ce sont des résidus, et quand on nous ramène au Togo, on n'irait pas loin. Et quand on prend un peu l'équipe nationale du Togo qui a brillamment joué les éliminatoires de la CAN 2006 joué en Égypte et qui a qualifié directement le pays à la première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, il n'y avait aucun étranger. Il n'y a que des Togolais. Je crois qu'il y a des talents au Togo. Exactement. Tony, on a des talents aujourd'hui. Il suffit donc de les recadrer, de les mettre dans une dynamique respectable et ils vont les résultats vont donner. On a vu une panoplie de ces jeunes-là qui ont qualifié pour
qualifié le Togo pour la première fois pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN qui va se jouer en janvier prochain. On peut puiser là-dedans. On peut finir là des bons défenseurs. Je crois Bessilé, c'est Luc Bessilé, c'est un défenseur. Et Brassi aussi, c'est un défenseur. Parlant de grands défenseurs, Tom, tu conviens avec moi que Bouli Soudelac a donc ce défenseur-là qui est libéraux, qui est titulaire. Amatouchi. Oui, c'est un polyvalent défenseur que moi j'ai découvert lors des championnats nationaux de football de première division. Notamment, il avait joué un grand match à l'état-major contre Dito. Je me suis dit, c'est quel défenseur? Quand tu as regardé un peu la coupe de l'UFOAB à Dakar, c'est lui qui a été le taureau qui a dérangé les Nigérians, c'est malheureusement avec le Ghana que ça a pété parce qu'il n'avait pas été solidaire à la défense, mais quand il est dans ses beaux jours, rien ne passe. C'est un peu comme un certain Salou Tadio. Je crois que ce type, c'est vrai, il a été convoqué déjà 1-2 fois dans l'équipe nationale A, mais il ne l'exploite pas. Il ne le exploite pas, il va chercher encore des bêtises. En tout cas, merci pour toutes ces informations. À moins que tu n'aies d'autres informations à ajouter, on va se dire à tout à l'heure. On se dit avec un autre sujet. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure. On va se rappeler après l'émission. Yves Kesson, voilà la situation. Le Claude Leroy, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est embêtant, il va chercher donc des joueurs d'origine camerounaise. C'est vrai, si le Cameroun n'en veut pas, peut-être le Togo voudra, parce qu'on nous a dit que lorsque tu es né d'un papa togolais ou d'une maman togolaise et l'autre parent est de l'étranger, vous pouvez avoir la nationalité togolaise. On ne refuse pas. Mais nous avons du talent à l'intérieur du pays. Claude Leroy, quand il est arrivé, il a débarqué, il dit qu'il ne veut pas travailler avec les vieux. On a vu son parcours, il ne fout rien. Et aujourd'hui, au lieu de chercher les talents à l'intérieur, il va encore chercher des gens qui ne sont même pas de nationalité togolaise directement. C'est ce que moi je constate. Je ne dirais pas qu'il ne fout rien, il n'a pas de résultat. Eh bien, ça veut dire qu'il ne fout rien. Voilà, il n'a pas de résultat. Donc, moi, je suis un féru de football. Je sais que Claude Leroy, il était venu avec des ambitions parce qu'il avait des résultats quelque part. On veut le ramener ici, mais ce que nous constatons jusqu'alors, comme tous les Togolais, il n'a pas de résultat jusqu'alors. Mais si nous ramène des joueurs qui sont des joueurs à problème, c'est encore, il ne nous promet pas le meilleur, c'est des jours, je suis toujours positif, mais je ne crois pas qu'il est en train de faire de bonnes choses pour notre football. Mais si nous avons des talents au Togo ici, qui jouent dans notre championnat et qui ont des résultats au niveau des CHAN, pourquoi ne pas les exploiter? Pourquoi ne pas les essayer? C'est ça ce que je me demande. Bien sûr qu'il y a des expatriés. Ces expatriés coûtent cher à l'État togolais. Il y a des pays qui ont eu des résultats rien qu'avec les nationaux. La Zambie, lors des clashs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait seulement Kalusha Boya qui était le survivant. Oui. Il y avait deux. Ils sont revenus gagner la CAN en 2017 au Gabon. Voilà. Avec des joueurs carrément zambiens. 100% zambiens. Donc, c'est des choses à essayer. Si nous donnons les moyens à ces jeunes qui ont déjà des résultats. Abalo Dossé, toujours à côté de Claude Leroy, c'est un ancien joueur. Mais il a aussi ses résultats jusqu'alors. Nous savions que c'est comme si nous ne faisons pas la promotion de nos talents ou bien de nos entraîneurs sur place. Tchanilé, il y a d'autres Zoubédé. On a des locaux qui ont eu des résultats. Mais d'un seul coup, on ramène un expatrié. Je crois qu'ils ont des accords avec ces pays. On amène des expatriés qui viennent gâcher la fête. Lorsque Zoubédé travaillait, il avait eu des résultats. Mais on avait amené Foguel. Oui. Foguel a fait quoi? Rien. Les joueurs étaient là. Zoubédé avait des résultats. Il a gagné. Il a amené ses poulets au niveau de la CAN. Foguel est venu transplanter, extrapoler les efforts. Mais on est revenu avec quoi? Donc, j'ai vu des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, que Yomassial a fait
Ses preuves, il est allé jusqu'à, je crois, en quart de finale. Oui. Mais il faudrait donner les moyens aux locaux, vous aurez des résultats. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas donner les moyens aux locaux. C'est un peu bizarre que le roi, je crois que peut-être l'État, le chef de l'État ou bien l'État togolais a signé certains accords que nous ne maîtrisons pas. Si en matière de résultats, nous n'avons pas de résultats, il est toujours là. Bon, peut-être l'accord, il y avait des clauses là-dedans, je dois avoir des résultats ou bien je dois faire telle année, parce qu'on ne comprend rien. Personnellement, moi, je ne comprends rien, parce qu'il ne nous donne pas de résultats. On veut gagner, on ne veut pas, parce que quand le roi est venu, je ne veux plus des anciens, alors qu'on n'avait que ça. C'est ça. On n'avait que ça. Qui faisait le boulot. Voilà, on n'avait que ça. Maintenant, on constate, bon, sur Canal, s'il avait dit cela, moi, bon, je trouve ça un peu moche, parce que le chef de notre fédération de football n'a pas annoncé cela. Peut-être c'est des effets d'annonce. Est-ce que ça serait confirmé? Oui, ça serait confirmé. Parce si que les réseaux sociaux avaient déjà... Voilà, si c'est confirmé, là, on peut dire qu'il y a déficit de communication à l'interne. Voilà. Merci pour cette information. Alors, Claude Leroy, c'est vrai, et comme tu le dis, il est nostalgique de son passé. Il a fait de bonnes choses ailleurs, donc il est nostalgique de son passé, il pense pouvoir réussir partout. Ben, on ne gagne pas à tous les coups non plus. Il peut céder la place, comme tu l'as dit à notre compatriote Abalo Dossé, pour s'essayer aussi, Abalo Dossé qui qualifie le Togo pour le CHAN. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est des résultats qui ont été amplement discutés, parce qu'on a vu ce que les jeunes Togolais ont fait. Mais il ne faut pas les encourager. Par rapport, on a fait le bilan tout à l'heure pendant que Dela nous a appelé, justement parlant de bilan de Covid-19 au Togo. On est à 1595 cas. Et le Togo a guéri jusqu'à plus de 1000 cas. Hein. Je ne sais pas si tu l'as noté, mais le Togo, par le truchement du gouvernement, à travers le Premier ministre, était allé à l'Assemblée nationale hier demander une prorogation de 6 mois. Donc, ils sont partis pour mars 2021, mettre encore l'État donc dans une situation d'urgence sanitaire pour pouvoir mieux lutter contre Covid-19. Je crois que l'État a des informations et l'État a les moyens aussi de faire bouger l'économie, parce qu'actuellement l'État togolais a perdu beaucoup de sous dans cette affaire. Oui. Parce que les hôtels ne fonctionnent pas, on l'avait dit au prime abord. Tout est au ralenti. Je crois que le transport aussi ne fonctionne plus comme avant. Il y a tout est au ralenti, pour le dire ainsi, et les débits de boissons et autres, les boîtes de nuit. Il y a une inflation à l'intérieur du pays. Lorsque le gouvernement a sorti son communiqué pour donner les prix des tarifs des transports, les chauffeurs, ils se sont organisés pour augmenter le prix eux-mêmes. Bien sûr. Mais l'État n'a rien dit. Non, l'État n'a rien dit, parce que l'État ne pourra rien dire. Qu'est-ce que l'État pourrait dire? On dit aux gens de prendre deux un devant, deux derrière. Deux derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais 10 au 100, si vous avez 10 litres pour aller à Lomé revenir, combien ça va vous coûter? Si c'est 3 000 francs CFA, vous ne pouvez avoir les 3 000 francs CFA. Le carburant super à la pompe, voilà, c'est 409 francs. Voilà. Donc 10 litres, ça va 4 900. Voilà. Donc si vous prenez 3 personnes pour 3 000, donc vous êtes carrément endetté. C'est ça. Donc les calculs de ces transporteurs actuellement, ça a été fait. Mais je crois que l'État doit essayer, s'il le faut, hein, parce que nous n'avons pas de sous. Et si on doit vivre dans cette situation, il y a le reste de la population qui monte dans ces véhicules, c'est la population qui perd. C'est la population qui perd. Elle s'appauvrit davantage. C'est la population. Maintenant, s'il y a inflation, les gens, pour aller à Lomé, ils reviennent avec des marchandises déjà surtassées par les chauffeurs. Personne ne dit rien. C'est ça. Donc, je crois que si l'État veut encore prolonger cela, il n'a qu'à penser à ce qu'il avait fait, et qu'il n'avait pas couvert tout le Togo. Je crois à l'effort de faire... Novici, voilà. Novici devait encore réfugier. Dans que 2 semaines, il n'y a jamais eu Novici. Mais je crois que ça peut se faire maintenant, c'est pas encore trop tard. Bon, on espère. Mais les 6 mois, qu'est-ce que nous allons gagner là-dedans? C'est ça ce que les gens se demandent. Parce que dans ces 6 mois encore, il y aura rentrée scolaire. Voilà. Et ces rentrées scolaires, la rentrée. L'argent ne coule pas. On n'a pas voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Je crois que
l'État est là, l'État doit faire des prévisions. Ben, peut-être cette année, ils vont distribuer des cahiers. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va faire. Parce que, tu te rappelles encore des années 80. Voilà. Ça n'existe plus. Alors jusqu'à maintenant, je vous assure, les affaires que nous avions sur la terre de nos aïeux tournent à ralenti. C'est comme si c'est maintenant que nous devons commencer à faire des affaires. Les magasins, on paie des magasins jusqu'à 120 000 francs par mois et puis on n'a pas de recettes. On ne vend rien. Donc nous sommes endettés au niveau des affaires. Vous vendez 80 000 dans le mois. Donc vous êtes déficitaire de 100 000. Mais vous devez les allers-retours ne sont plus comme avant. Il n'y a plus de fluidité. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? L'État est en train de faire quelque chose de bien, mais nous ne comprenons. Il faudrait qu'il communique autour pour nous dire les aides qu'il peut apporter à certains secteurs. Pour que le Togolais, bien sûr, on ne peut pas dire que les gens préfèrent mourir que vivre. Mais avec Covid-19, il y a eu beaucoup de catastrophes économiques dans beaucoup de domaines. Mais ça ne se dit pas, mais c'est une réalité. Les fêtes traditionnelles ne sont plus, c'est une réalité. Tout le monde est en train de vivre cela. Avant, au Togo ici, c'était dans les périodes de vacances que les débits de boissons, les fêtes traditionnelles, ça coulait à flot. La téléphonie mobile, les cartes de Togocel et Move, il y avait des promotions, des produits, mais cette fois-ci, rien n'a été fait. Cela veut dire que nous avons perdu beaucoup. Voilà, nous allons prendre Justin Anani en ligne. Bonsoir Justin. Bonsoir Marcel, comment vous allez? Oui, nous allons bien ici. Et je suis en studio avec Yves Kesson. Oui. Voilà, Justin, tu étais à Lomé au tribunal sûrement aujourd'hui pour l'affaire Adjaki, l'alternative. Nous avons appris à la dernière minute que le procès a été reporté au 7 octobre. Ça recommence à répétition les reports. Est-ce que ce n'est pas fatigué également les acteurs qui sont donc autour de ce procès-là, qui sont inclus? Non, moi je crois que c'est une démarche procédurale. Sur à quoi on a encore assisté aujourd'hui, puisque lors du premier report, c'est la partie civile, c'est-à-dire qu'en réalité... Qui n'avait pas payé sa caution. C'est cette caution, donc il revient au tribunal de fixer la caution du procès, ce qui a été fixé et que le renvoi a été obtenu. On parlait de 100 000 la caution, c'est bien ça? C'est confirmé finalement? Oui, tout à fait, sauf que la seule faute note aujourd'hui, c'est parce que lorsque ça se passe, lorsque vous rentrez dans un procès, que le contrat est établi et que la caution n'a pas été payée, lorsqu'on fixe la caution et la caution est payée, donc à l'ouverture du second ou prochain procès, c'est le tribunal qui communique maintenant à la défense que voilà la caution a été payée et que voilà les éléments du dossier. Et si d'aventure la défense n'avait pas ces éléments dans leur dossier, il revient également à la défense de pouvoir les obtenir et de s'organiser maintenant pour le procès proprement dit. Il est bien vrai que le procès a été ouvert encore aujourd'hui et la communication n'a pas été faite autour du paiement de la caution ou non, mais la défense a fait observer qu'au-delà de ce qu'on peut quand même appeler la bonne démarche procédurale, il va falloir également que toutes les pièces qui sont dans ce dossier-là soient communiquées à la défense. Est-ce que la défense a demandé? Il y a eu tout un débat autour de ces questionnements. Et dans un premier... Allô? Ah. Un petit souci technique. Je crois que nous avons perdu Justin Anani. Voilà là. Alors, je crois que... voilà, c'est l'affaire qui a été reportée au 7 octobre. Justin pense que et affirme que c'est dans la logique des procédures. Si il est sur place... il a fait le reportage. Je ne sais pas ce que je peux dire plus, mais je sais que au niveau de la justice, il y a certaines critiques qui sont portées par les confrères. Vous n'êtes pas sans savoir que la fois dernière, les gens nous ont dit que ça ira de report en report jusqu'à ce que les gens se fatiguent. Donc, je crois que c'est ça ce qui se passe actuellement. Parce que, donc, c'était déjà vu à l'avance. Voilà, les confrères l'ont dit, et puis c'est des analystes. Ils sont toujours là avec les histoires
de détournement et autres. Oui. Donc, ils savent comment ça se passe. Je crois qu'il est encore là. Donc, les affaires oui, je crois que nous avons encore repéré Justin Nani. Alors, donc, tu disais que c'est dans la logique des choses, mais la défense ne voulait pas... la défense demandait justement de voir le contenu du dossier des plaignants, mais ça n'a pas été le cas. Non, on va dire que c'est la demande qui a sollicité à ce que tous les fiches du dossier lui soient communiquées. Oui. Et que suite à ça, on a observé tout un débat autour, puisque en réalité, ça fait partie des règles normales des choses. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il a fallu mener encore des débats autour de cette histoire-là. Et que dans un premier temps, le procureur qui avait jugé bon que cette demande de la défense est fondée et a refusé et a demandé à ce que le procès puisse quand même suivre son cours normal. Au point que ça a évolué à un moment donné que les avocats se sont retirés du dossier. Maître Célestin Bogan, Maître Claude Amega, et les deux qui sont déjà à l'avant-garde d'abord de ce dossier avant de voir s'il va y avoir encore d'autres constitutions au niveau des avocats. Et c'est suite à leur menace qui sont retirés du dossier que maintenant une demande de suspension a été demandée, enfin a été observée, et au retour de cette suspension, voilà, le juge a dit bon maintenant de renvoyer le dossier sur le site. Voilà. Est-ce que nous avons interviewé Maître Célestin Bogan, ça fait un peu mauvais. Ça fait un peu mauvais parce que la partie civile dans un premier temps la justice n'a pas payé de caution. Et une fois la caution a été fixée et que la partie civile a payé la caution, il revient maintenant au tribunal de communiquer s'il plaît du dossier à la défense. Donc ça fait partie des règles normales des choses. Lorsqu'on n'arrive pas à respecter ça vous dit que quelque part, on ne va pas assister à un procès terrain où la vérité va triompher. Voilà, bref, ce qu'on peut dire de ce dossier-là, moi je pense que lors de la prochaine audience, ce n'est que les étapes, quoi, en réalité. Lorsqu'on va rentrer dans le vif du sujet, on verra les arguments contre arguments et on verra si véritablement cette histoire de pétrole est fondée ou non. Mais tout faut à croire que tel que ce dossier est conduit aujourd'hui, lorsque vous analysez, vous allez poser beaucoup de questions, puisque ce dossier, lorsqu'on parle de l'état de droit, il revient à la justice lorsque un journaliste qui mène des investigations qui sont un dossier pareil, parce que lorsqu'on dit que la famille a été détournée, ou on implique le père et le fils, c'est pas seulement Ferdinand Haïté qui doit être investi dans ce dossier. C'est tout l'État, toute la nation togolaise qui est concernée, et c'est l'argent à toi et à moi et à tout le monde qui est détourné, qui est volé. Maintenant, il revient à la justice de véritablement investiguer. Et lorsque vous suivez encore l'autre numéro qui est sorti par Ferdinand Haïté au cours de la semaine, il est révélé que ceux-là qui sont censés mener les investigations pour voir véritablement les bouches qui sont mouillées, les poches qui sont mouillées, ceux-là commencent à menacer. Donc, sur la base de ces éléments-là, ça vous a dit que les investigations même qui sont faites au sein même du gouvernement, au sein même de l'appareil judiciaire ou non, et c'est mal conduit. Donc, sur la base de ces éléments-là, ou sur la base de ces enquêtes-là qui sont mal conduites, moi, je me pose beaucoup de questions. Maintenant, on va attendre voir comment ça va se débat. Mais lorsque vous suivez aujourd'hui le déroulé de ce qui s'est passé ce matin, moi, je doute fort qu'on va arriver à un procès vraiment équitable où la vérité va triompher. Mais l'autre confidence, je vais essayer de vous la partager, oui. et de la partager également aux auditeurs. Oui. Et lorsque nous foulons tout petit peu, on s'achemine vers la fermeture du journal L'Alternative. Waouh! Ah oui, on s'achemine vers la fermeture. C'est la confidence. Oui, je crois que... Je crois que... On a écrit un article sur ça sur notre site, oui. Mais nous sommes en direct, nous animons une émission, nous informons les auditeurs. C'est une confidence que moi j'ai reçue ce matin au niveau du palais de la justice, sans pourtant citer nommément la source, mais on s'achemine vers la fermeture de ce journal, si tel que c'est programmé, si ça évolue de la sorte. Donc ne soyez pas surpris que demain après ce procès, le journal alternatif soit fermé. Oui, je ne comprends pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de la Communication, la HAC, toutes ces institutions-là donnent des formations aux journalistes, des ateliers de formation sur l'investigation. Quelqu'un fait son travail dans les règles de l'art. Je crois qu'au lieu d'être félicité, on veut carrément fermer son journal. Allô, Justin?
encore un petit souci téléphonique avec Justin Nani. Yves Akesson, c'est vrai que c'est passé sur les réseaux sociaux depuis la mi-journée que à l'allure vont les choses, le journal L'Alternative sera fermé. Voilà qu'il vient d'être donc la confidence vient d'être donnée encore par Justin Nani à l'instant. C'est le Togo. On avait dit sur les ondes et sur les réseaux sociaux que la radio Légende serait fermée. Ça a été fermé. Donc c'est ça. Devant l'État, nous sommes tous des citoyens. Si l'État décide de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce n'est pas ça la solution. Si on ferme les stations, les radios, les presses, mais qui va informer la population? Il faudrait toujours qu'il y a des contre, des critiques, des contre-pouvoirs, des critiques pour, n'est-ce pas, aller très loin. S'il y a eu sincèrement des détournements, la justice va déceler cela. C'est le droit de la justice, à notre justice, de déceler cela. Est-ce que Ferdinand est en train de mentir? On le saura. Parce qu'il y aura confrontation. Oui. Mais jusqu'alors, c'est des reports sur reports, et nous sommes là, et nous observons. Donc, qui cache quoi? Pourquoi fermer la presse? Les gens se demandent beaucoup de questions. C'est comme si vous dites la vérité, si ce que Ferdinand a dit, il y a confrontation, et Ferdinand a tort. Mais on dira que c'est de fausses informations qu'il a données. Mais jusqu'alors, il n'y a pas confrontation, il n'y a pas eu jugement, mais on va vers la fermeture. Les gens vont se demander beaucoup de questions. Donc, je crois que l'État togolais est assez... je crois que l'État togolais peut faire mieux. Et on attend de voir. Comme tu l'as dit, on a dit on va fermer les gens vont fermer, on va fermer X-Olex. L'impression que la population a sur la justice, bien sûr que notre justice, il y a des jeunes bardés de diplômes qui sont capables de faire beaucoup de choses, et qui savent beaucoup, et bien, qui ont la matière. Qu'est-ce qui se passe? Nous constatons avec beaucoup de regrets que des fois, certains de nos confrères ont raison, parce que les critiques qu'ils donnent, les informations qu'ils donnent après, ça se révèle. C'est pas possible. Mais selon les informations, ce dossier Pétrole Gate secoue même le gouvernement. Ça veut dire qu'on avait même demandé, on avait dit que le gouvernement a diligenté une enquête interne à travers le ministère du Commerce. Même, voyez-vous, le directeur par intérim a été nommé, un nouveau a été nommé à la place de l'ancien. Je crois que c'est des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Moi, je pensais que c'était sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. Mais dans le dossier, Ferdinand Haïti avait cité trop de personnes à la fois. Donc des personnes du régime, des ministres, et donc qui ont été citées dans le dossier, qui sont proches du dossier. Je crois que là où on est allé, là, les gens vont vouloir que l'affaire là soit étouffée. Si l'affaire doit être étouffée, pourquoi fermer la presse? La maison de la presse, c'est pas bon. Parce que actuellement, si ça se passe ainsi, même s'il y a certaines contorsions dans certaines investigations, les gens vont se dire tout est vrai et que vous voulez étouffer l'affaire. Mais il était une fois, c'est pas si loin, l'affaire de la route de Vaughan. Lomé-Vaughan, point autre là. Mais les 10 milliards, les gens ont commencé. Jérôme Zoussou, je crois que c'est La Liberté, un journal La Liberté. Ils sont devenus quoi cette affaire? Oui, c'était Liberté. C'était Liberté, je crois. Ils sont passés l'argent de la route. Voilà. Donc, on avait... Et finalement, on a sauté les ministres. 2 ministres avaient été sautés. Si c'était mensonge, pourquoi se tairait-on les ministres? Mais je crois que la gouvernance que le chef de l'État est en train de prôner, mais il doit être aidé par certains médias, par des investigations, pour que tout se passe très bien. Parce qu'il est là-bas, il a permis que nous reprenions Justin Nani. Justin Nani, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, tout à l'heure, le confrère
Yves disait que dans l'affaire, par exemple, Lomé et la route Lomé-Vaughan-Foin avait été révélée par Liberté. Après, 2 ministres avaient été sautés. Je crois que dans cette histoire, il serait intéressant, puisque entre-temps, il a été dit qu'au ministère du Commerce, on a même sauté le directeur par intérim de cette structure qui s'occupe de la fixation des prix, Alors, on pensait que les choses allaient dans le bon sens. Mais quand vous dites que les gens ont été sautés, je ne pense pas, parce que je ne fais pas pratiquement la même analyse que vous. Et lorsqu'on publiait les informations selon lesquelles les gens ont détourné les fonds alloués pour la construction de la route Lomé-Vaughan-en-Foin, il a fallu attendre des mois et des mois, et que c'est parce que c'est passé à l'interne même du pouvoir et que les 2 ministres là ont été révoqués. Mais ne soyez pas surpris également que parmi ces ministres, il y a quelqu'un qui est conseiller aujourd'hui au niveau de la présidence. Tout à fait. C'est pas une histoire de corruption, c'est pas une histoire de quoi que ce soit, et que les gens ont été sautés. En réalité, c'est la justice qui doit mener ces investigations, et que corruption hier, donc il va falloir quand même que ces gens-là répondent de leurs actes. C'est dans un état normal, dans un état de démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je voudrais que vous me donniez votre avis sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois. Oui, sur ce sujet-là, peut-être que je vais placer 2 mots, mais permettez que je finisse également l'autre information pour dire que quand lorsqu'on prenait aujourd'hui le code de la presse et de la communication, le code était pénalisé. Donc sur cette base-là, Ferdinand Idéo, à l'issue de ce projet-là, ne sera pas condamné ou quoi que ce soit. Enfin, il n'ira pas en prison. Mais toutefois, comme c'est une histoire de diffamation et d'atteinte à l'honneur, il va falloir également que la justice le condamne pour pouvoir payer quelque chose. Bon, ce sont les informations que nous arrivons selon les indiscrétions. Parce que nous sommes au Togo, bon, comment ça se passe, on sait bien que le déroulé de ce procès-là ce matin, ça démontre à suffisance qu'il y a quelque chose qui se plane. Parce que c'est une affaire de sous, c'est une affaire des milliards, et que dans ce dossier-là, il y a des confrères même qui se bousculent pour dire, voilà, qu'on finance sur les journaux pour pouvoir démontrer, Ferdinand a été démontré à plus B que Ferdinand a diffamé la famille Adjagli ou les Adjagli, le père et le fils dans ce dossier. Donc, ne soyez pas surpris de tout revirement de situation qu'il pouvait y avoir dans ce dossier. Mais par rapport à l'état de prolongement de l'état de siège dont l'Assemblée nationale a encore donné mandat au gouvernement, et moi je fais 2 ou 3 analyses. D'abord, la première analyse, nous sommes dans une situation, quand vous comparez les autres pays de la sous-région, je ne pense pas que c'est au Togo que cette pandémie a fait trop de mal. Je ne pense pas, quand vous analysez, vous voyez les chiffres du Bénin, du Ghana, mais la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina, et puis du Sud, voire même le Niger, mais ces pays-là sont des pays constamment engagés vers le développement, vers la gouvernance, même si la gouvernance pose problème. Malheureusement, ce à quoi on assiste depuis le 3, le chef de l'État togolais Faure-Gnassingbe a prêté serment. Et ça tourne au bord de ses points 4e mandat. Lequel mandat pose problème aujourd'hui, parce que quand vous écoutez les acteurs politiques, que ce soit à l'interne ou à l'externe, il y a toujours de revirement de situation. D'abord, la mort de lieutenant-colonel Madjoulba, qui est là, certainement que vous avez suivi ses avocats, au niveau de la diaspora, il y a un collectif d'avocats qui a fait une sortie médiatique pour dire que ça fait plus de 4 mois que le lieutenant-colonel a été assassiné, le militaire a été assassiné, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, la vérité sur cet assassinat. Donc il va falloir qu'il y ait éclaircissement. Maintenant, sur l'autre volet, quand vous prenez la sous-région aujourd'hui, ce qui s'est fait au Niger, aujourd'hui c'est le Ghana, le Nana Addo, qui a pris la reine. Et bien ce qui se passe dans l'espace CEDEAO aujourd'hui avec la crise au niveau du Mali, ça repose la problématique du 3e mandat. Mais qui dit 3e mandat, dit 4e mandat. Faure-Gnassingbe est en train de faire son 4e mandat. Et lequel mandat est problématique au sens que lorsque vous interrogez dans les indiscrétions, ceux qui sont à la tête des institutions, les gens voient mal qu'un pays qui fait partie de la CEDEAO, qui fait un 4e mandat, puisse se retrouver quelque part et parler de 3e mandat pour les autres. Ce qui veut dire que c'est un mandat de trop et ou une élection et le questionnement aujourd'hui sur la vérité des urnes. Donc sur ce problème-là, le problème de la gouvernance pose problème. Maintenant, l'autre analyse, parce qu'il y a contestation, les gens contestent la vérité des urnes, Guillaume n'arrive pas à lâcher du live. Et là, au niveau de la diaspora, il y a une mobilisation. Tout autour de cette problématique, il y a le gouvernement aussi qui n'est pas encore vu le jour. Ça fait des mois, Faure-Gnassingbe a prêté serment, mais le gouvernement n'y est pas. Donc on donne quitus au gouvernement actuel d'assumer l'intérim sur la base d'ordonnance. C'est tout comme dans les années antérieures, dans les années 80, le chef de l'État togolais Faure-Gnassingbe
comme on l'appelle, le feu général Eyadema, a dirigé le Togo sur la base de l'ordonnance, parce que le Togo n'avait pas de constitution à l'époque. Ça, il faut quand même se le rappeler. Maintenant, sur cette base-là, parce que lorsque la gouvernance pose problème, on n'arrive pas à avoir le regard sur ce qui se passe. Et qu'entre-temps, on a clamé PND, c'est parce que sur la base du PND, et qu'aujourd'hui, le PND est tombé à l'eau. D'abord, c'est un bébé mort-né, et que sur la base de tout ce qui peut concerner ce qu'on peut appeler en économie les agrégats de l'État. Et que lorsqu'on parle, vous trouvez aujourd'hui, vous analysez le rapport même de la Banque mondiale aujourd'hui, parmi les pays qui ne pouvaient plus avoir de croissance, figure le Togo. Mais on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Sur cette base-là, je pense qu'il y a des analyses qu'il faut véritablement faire et voir dans quelle mesure il faut enclencher véritablement la gouvernance du Togo. D'abord la gouvernance qui pose problème. Mais dans l'autre questionnement aussi de la rentrée. Quand on vous dit qu'on donne 6 mois encore au gouvernement, ça voudrait dire que déjà il y a problème. Par quel moyen, par quelle alchimie, la rentrée scolaire académique, bien sûr, de 2020-2021 va s'effectuer. Puisqu'on prolonge déjà l'état d'urgence sanitaire pour le gouvernement parce que l'Assemblée lui donne l'option de continuer sur la base de l'ordonnance qui a été établie depuis le mois de mars. Et sur cette base-là, je pense qu'il y a tout un problème là qu'il faut régler. Donc, je pense que quelque part, on est fatigué de la gouvernance, on ne peut pas se le déclarer. Et le chef de l'État, Paul Nassingbe, sur la base de ce problème également du 4e mandat, il n'arrive pas à avoir de repère. Et sur la base de ces éléments-là, moi je pense que tel que ça fonctionne, je disais à quelqu'un tout à l'heure que sur la base de ce qu'un Paul Nassingbe a fait, donc la crise sanitaire va bouffer une année. Je ne sais pas sur la base de quel élément il va faire son bilan de fin mandat en 2025, parce qu'il aura gouverné. Je ne sais pas si on n'arriverait pas, si on n'arrive pas à trouver de solution à la crise sanitaire Covid-19. Je pense que la problématique est là et je ne sais pas par quelle alchimie on va s'en sortir. Voilà, pour fêter pour respecter nos fêtes traditionnelles, on a dû boucler la préfecture de Lac, on a bouclé également après Tabasti les préfectures de Sotoboua, de Tchaouda, de Tchamba. En tout cas, le mal est là, la pandémie est là, il faut prendre des mesures. Donc l'état d'urgence a été reconduit pour 6 mois. Mais autour de cette affaire dont vous parlez par rapport au pouvoir, la gouvernance, le gouvernement togolais ne veut jamais entendre qu'on parle du dossier Agbéome Kodio. C'est ce que vit aujourd'hui le prophète Esaïe, qui a été donc amené devant le SCRIC et après il doit être présenté au procureur à 17h avec le journaliste qui a relayé l'information qui disait que Agbéome Kodio va prendre sous peu la présidence de la République. Alors, il fait aussi les frais de cette gouvernance ou des causes, des dégâts collatéraux de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Non, ça se passe quand vous analysez. Moi, je me dis que c'est la dictature qui revient au galop. Hein. Ne serait pas étonné parce qu'aujourd'hui, tout est militarisé. Et je faisais tout à l'heure une analyse sur la situation en disant que lorsque l'état d'urgence sanitaire est prolongé, vous ne pouvez plus avoir de manifestation. Quand vous voyez les États-Unis, je ne pense pas que c'est au Togo où cette pandémie a tué plus de citoyens ou de population qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les gens manifestent contre la gouvernance de Donald Trump. Les gens ont manifesté, les gilets jaunes sont encore sortis récemment en France contre Emmanuel Macron. Vous voyez ce qui se passe à Biélorussie. Donc il y a des manifestations un peu partout. Les gens sont mécontents. Quand vous voyez ce qui se passe également à Berlin, en Pologne, les gens manifestent contre les restrictions contre le Covid-19. Tout à fait. Les gens manifestent un peu partout. Donc la démarche de la gouvernance dont je faisais cas aujourd'hui, on prolonge l'état sanitaire et l'état d'urgence sanitaire, c'est pour vous dire qu'il y a toujours une nécessité de respecter les mesures barrières. Les villes comme Manéron seront bouclées, donc les bars seront fermés. Donc si quelqu'un ose, on va l'arrêter, on va l'enfermer. Voilà, c'est la dictature qui revient au galop. Sinon, comment comprendre qu'on invite un journaliste dont c'est son boulot à un point de presse. Après le point de presse, il a relayé l'information. Aujourd'hui, on convoque celui qui a tenu le discours, on convoque le journaliste. Donc ça voudrait dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et moi je pense que sur la base de ces éléments, il va falloir que les organisateurs de la société civile et au-delà également des organisations de la presse puissent s'organiser pour condamner ça. Parce que si demain ou après-demain, vous qui êtes là, Tony Marcel, quelqu'un vous invite à une conférence de presse et que vous avez les informations, vous venez les relayer sur la radio d'État santé, peut-être en dehors du fait que la radio sera assignée, mais vous, journalistes qui étaient partis prendre les informations, vous aurez des problèmes. Donc sur la base de ces éléments-là, parce que quelqu'un a déclaré, sur la base de je ne sais pas quoi, par quelle alchimie, pour dire que tel que les choses se passent,
et les esprits lui ont dit voilà que Agbembe va prendre le pouvoir d'ici la fin de cette année, et qu'on lui convoque pour dire que vous n'avez plus le droit de parler de cette élection, que c'est pas ça, c'est fini pour l'Assemblée président. Je pense que sur la base de cette amène, la pensée unique revient encore au galop, parce que vous n'avez pas le droit de critiquer la gouvernance qui est faite du pays, mais au même moment, vous interdit de critiquer ou de parler de ce qui se passe aux alentours ou dans les accablures du même chef de l'État. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, mais hier seulement, à côté de toi, quand tu traverses la frontière à Plao, tu vas à Accra et tu y vas souvent. Ben, à Accra s'est réuni les chefs d'État de la CEDEAO autour du président actuel en exercice, Addo. Et puis, ils ont discuté de l'affaire du dossier Mali, où on demande justement à la junte militaire malienne de redonner rapidement le pouvoir aux civils. Le président doit être un civil, le premier doit être un civil. Ce qui se passe, c'est parce que j'ai l'impression que la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO confirment en suffisance que c'est une organisation, c'est un syndicat des chefs d'État, contrairement à ce que le professeur Alpha Condé a laissé entendre dans le mail au cours des discussions entre les acteurs. Parce que tel que ça se passe, quand vous suivez la concertation entre Maliens, ce qui s'est passé la semaine dernière, les gens ont pris position pour dire, au jour d'aujourd'hui, mais il n'y a aucun civil qui puisse quand même prendre la destinée de ce pays et véritablement sortir le pays de la situation. Il n'y a pas que seulement la crise économique ou la crise politique. Surtout la guerre au nord du pays, il faut un militaire de poigne. Voilà, c'est ce que les gens disent. Pour dire, tel que les civils, que ce soit les premiers ministres, les chefs de gouvernement qui se sont succédés à la tête ici et là, et le président Ibeka qui n'a même pas arrivé à terminer son mandat ou qui n'arrivait même pas à assumer sa responsabilité, à imposer sa suprématie sur le pays, mais il faut un homme de treillis qui connaît bien le domaine, non seulement sortir le Mali de la situation militaire aujourd'hui, mais et faire en sorte également qu'on puisse quand même sortir de la crise qui est là. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que la CEDEAO puisse quand même jouer pleinement sa partition. Si la CEDEAO pense qu'elle va imposer sa suprématie aux Maliens, alors qu'à l'interne, le peuple malien, les populations maliennes disent que ce sont les militaires qui ont seulement la manette, qui ont le secret à l'heure actuelle et qu'il n'y a personne. Et que même quand vous suivez même la déclaration des uns et des autres, la France a été droitée parce que quand vous allez à l'intérieur du Mali, il y a des gisements là, des gisements des mines là, et qui sont volés, qui sont volatilisés. Le nord Mali. Le nord Mali. Donc, l'Azawad, la zone de l'Azawad. Mais la zone de l'Azawad. Est-ce que Justin, quand on fait un peu une étude géostratégique, est-ce que aujourd'hui la Mauritanie qui n'appartient plus à la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO, le Mali qui est frontalier à la Mauritanie, peut également utiliser le port mauritanien de Nouakchott en attendant? Oui, de toutes les façons, ce qui va se passer, parce que la plupart de tout ce qui est contour ou les comptoirs de commerce, donc il y a les États comme le Burkina, les États comme la Côte d'Ivoire, les États comme le Niger, et au-delà, bon, quand vous prenez le nord du Mali, bon, peut-être il y a la Libye, il y a l'Algérie, mais il y a aussi la Mauritanie dont vous faites allusion. Donc la Mauritanie seule ne suffit pas. Mais il va falloir que les peuples arrivent à comprendre de se départir de cette démarche même de la CEDEAO, qui n'est qu'une démarche cavalière, qui n'engage que les chefs d'État qui se retrouvent dans un syndicat. Parce que moi, je suivais la télévision, j'ai vu certains chefs d'État qui étaient dans le cours de cette réunion d'Accra dont vous faites cas tout à l'heure. Mais moi, j'ai honte. J'ai honte parce que les gens qui se bousculent, qui tuent leur population, sous prétexte qu'ils vont aller faire le troisième mandat. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire a brûlé ce matin. Tu es au courant? Voilà. Il y a eu échauffourée encore ce matin en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. On n'en parle pas, on n'en communique pas. La CEDEAO n'est pas encore allée en Côte d'Ivoire pour anticiper, pour éteindre le feu. Mais la CEDEAO se précipite à seulement la junte au pouvoir, de remettre le pouvoir à un civil. Alors que les Maliens eux-mêmes disent qu'à l'heure actuelle, ce ne sont que les hommes en pays qui puissent quand même aider le pays à sortir de la situation. Donc, je vois mal comment est-ce qu'on peut fonctionner sur la base des éléments qui ne tiennent pas. Mais je faisais cas également d'un élément la fois dernière. C'est pas si on a eu à discuter là-dessus. Lorsque vous prenez le protocole de la CEDEAO, il est bien vrai qu'il a mentionné la bonne gouvernance. Au départ, la CEDEAO, c'est une organisation qui est autour du commerce, autour de l'économie, le développement de l'économie, c'est la libre circulation des biens des personnes. Mais lorsque dans les CEDEAO, il y a crise,
les crises à répétition, il va falloir maintenant en juin à la déclaration, ou toute la déclaration, ce qu'on appelle le protocole additionnel. Oui. Le protocole additionnel de la CEDEAO qui évoque la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance et de la démocratie. Oui. Mais lorsque les gens sont mal élus, les gens tripatouillent la Constitution, les gens heureux qui sont là, qui ne peuvent pas quitter le pouvoir, après le père c'est le fils. Et que sur cette estime qu'on est dans l'espace CEDEAO, on ne veut pas qu'on les touche. Il est bien d'être pendant le coup d'État. Mais lorsque le peuple est le seul qui est souverain, qui détient la souveraineté, se mobilise, vous dit, tel que le pays est gouverné, tel que la corruption est assise, on ne peut plus continuer sur cette base-là et renverse. Mais Justin, au cours des travaux au Mali le week-end dernier, il y a le mouvement M5 qui a démarré les hostilités contre Keïta, le président Keïta, mais qui est revenu dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le partage de pouvoir et que l'armée est en train de tout prendre et ce n'était pas l'objectif au départ de leur mouvement. Nous avons perdu Justin. Alors, Justin est en train de dire qu'en réalité, la population est d'accord. Mais entre-temps, Yves Akesson, le week-end dernier, au cours des discussions, il y a la population, les civils, certaines sociétés civiles qui disent non, qu'ils sont en train de tronquer leurs revendications. Ils ont milité pour qu'il y ait un changement de pouvoir, mais pas à ce que ce soit les militaires qui occupent toutes les fonctions stratégiques du gouvernement. C'était dit, mais... Est-ce que vous pensez que la junte va respecter ce que dit la CEDEAO aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, on a fermé les vannes, le pouvoir... on a fermé les vannes, voilà. Les sources d'accès au commerce, etc. Au Mali. Est-ce que le Mali va suivre comme ça? En ce moment, les populations... Le Mali peut suivre s'il y a du patriotisme parce que c'était toujours comme ça. Mais lorsqu'on fait des coups d'État, il y a des condamnations. Après... S'il y a des richesses là-bas, on essaie de parler, de partir par des contorsions et légitimer ceux-là qui sont au pouvoir. Mais ce que nous croyons, c'est que la population malienne est assez mature pour faire sa décision. La Côte d'Ivoire a brûlé encore ce matin et pourtant le président Ouattara était à Accra pour parler Mali. La Côte d'Ivoire, c'est un cas. On crie sur le voleur aussi crie au voleur. C'est un cas que nous étudions actuellement et nous croyons que ça ne serait pas facile pour Ouattara de briguer ce troisième mandat. Ça serait très difficile parce que la Côte d'Ivoire, nous avons déjà des points ou bien des caches d'armes un peu partout. Les dozos aussi ont fait parler d'eux ces derniers temps. Cela veut dire que il est en train de réallumer le feu de la guerre civile. Et il ne faudrait surtout pas réanimer le feu de la guerre civile. Amis auditeurs de l'émission Le Cercle des journalistes, nous avons eu au téléphone Justin Anani pendant très longtemps. Nous avons eu également le confrère de la Haïti en ligne de TV pour le dossier sport. Nous remercions Yves Akesson. Yves, merci vraiment d'avoir assuré tout en studio. Merci aux techniciens comme Christophe, moi c'est Tony Marcel. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Le Cercle des journalistes, votre émission